souvent, l'être humain change, mais il ne le veut pas. Lorsqu'un être humain dit qu'il accepte le changement, il est trop orgueilleux pour dire qu'il accepte le changement, alors il va dire « j'ai décidé de changer ». Mais un être humain ne peut pas décider de changer. Ça fait 20 ans que tu veux changer une chose et un jour, tu la changes. Et tu te dis « bon, maintenant, j'ai eu suffisamment de volonté pour la changer ». Non, maintenant, c'était le temps de la changer. Et les 20 dernières années où tu as travaillé pour rien, ce n'était pas le temps de la changer, mais vu que tu as appris que tu avais un libre arbitre et que tu devais te forcer parce que tu étais dépendant de l'instruction collective d'autrui, où on te disait que tu devrais faire ceci, faire cela, que tu n'avais pas de volonté. Et puis tu as passé 20 ans à essayer de changer une chose qui n'était pas changeable pour l'instant. Et puis finalement, lorsqu'elle change, eh bien, tu transites. Et en transitant, eh bien, l'humain peut souffrir parce que si la chose lui change, ça ne fait pas partie de ses concepts d'évolution, ben nécessairement, il va la refuser. Il va souffrir. C'est comme celui qui ne souffre plus de voir la mort. Ça ne fait pas partie des concepts de l'évolution de l'homme. L'homme pense que c'est normal de souffrir lorsque l'on voit quelqu'un que l'on aime mourir. Mais lorsqu'il se rend compte soudainement qu'il n'a pas de peine, qu'il aime toujours la personne, qu'il comprend la mort, mais qu'il ne voit pas la souffrance dans cette mort, c'est une transition. Mais vu que ça ne fait pas partie de ces concepts sécuritaires ou les concepts collectifs de l'évolution, alors il souffrira de la transition. Le gros problème de l'être humain, c'est qu'il refuse donc obstinément tout ce qui est neuf. Il accepte toujours une petite dose de neuf. Minuscule, 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 pour lui conserver l'idée qu'il est vivant. Mais l'humain n'accepte pas le changement radical. Si changement radical, il doit y avoir. Autrement dit, un homme doit toujours conserver dans sa tête que tout ce qu'il est, que tout ce qu'il croit, que tout ce dont il a la foi peut être remis en question n'importe quand. Cela veut dire que l'être humain doit savoir qu'il croit en Dieu, mais qu'il doit, dans cette croyance, conserver une place pour découvrir que Dieu n'existe pas. Au cas. Parce que la journée que l'être humain découvre que ce dans quoi il place sa foi n'est pas vrai, nécessairement, il souffrira. Il souffrira à un point tel qu'il refusera d'arracher cette vieille peau, la croyance, pour laisser la peau neuve sortir, la consistance d'une réalité. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas, je dis simplement que tout ce que l'homme croit, eh bien l'homme devrait savoir que cette croyance peut être remise en question. Toute théorie est vraie jusqu'au jour où elle est fausse. Et si on découvre qu'une théorie est fausse, la théorie n'était pas fausse. Elle était vraie. Elle est maintenant fausse. Et ça doit rentrer dans la tête de l'homme s'il veut finir par adoucir cette transition, parce que l'être humain se culpabilise de ne pas avoir été dans le bon chemin depuis qu'il chemine. Ça fait 20 ans que tu te trompes, puis lorsque tu découvres que tu te trompes, tu te maudis pour 20 ans. Mais c'est stupide. Comment veux-tu arriver à une transition douce et saine si, après 20 ans, découvrant que tu as fait fausse route, c'est ce que l'être humain découvre. L'être humain devrait découvrir que s'il persévère, il va faire fausse route. Mais il n'a pas fait fausse route. C'est parce qu'il s'est jugé à ce moment-là. Il se juge, mais il se juge à partir des concepts de la perfection qu'il a, et il se juge aussi à partir des concepts de la perfection que la collectivité lui impose. Je donne un exemple. Tu peux rouler sur une autoroute, mais si tu es sur un petit chemin de campagne de terre, tu ne peux pas traverser l'accotement, le fossé et aller sur l'autoroute. Alors tu roules sur le chemin de terre et tu penses que ce chemin mène là où tu veux aller. Et il y mène. Mais il y a l'autoroute qui est drôlement plus rapide, qui est mieux construite pour plus de vitesse et qui brasse moins la carcasse. Alors tu roules sur ton chemin de terre, puis à un moment donné, il y a une jonction et c'est écrit votre but à droite et après à gauche. Alors tu te dis, crime, j'ai toujours pensé que mon but c'était par là-bas. Fait que là, j'ai une pancarte, tu tournes à droite, puis là, à droite, tu vois une autre pancarte, votre but à gauche, autoroute. Alors, tu arrives sur l'autoroute, puis là, qu'est-ce que tu découvres? Et merde, ça veut dire que ça fait 20 ans que je roule sur un maudit chemin de terre qui avance pas vite. Tu pouvais pas faire autrement. Si tu restes dessus, tu te trompes à partir de maintenant, que tu as le choix. Mais tu ne peux pas dire que pendant 20 ans, tu t'es trompé.
Alors, je me suis fait manipuler par tel genre de culte, tel genre de religion pendant 20 ans ou 30 ans, et puis maintenant que je découvre que c'est de la manipulation, je hais le monde. Oui, c'est intéressant. Ça occupe, ça passe le temps, mais c'est stupide. Ça ne sert à rien. Ça ne sert. Cosmiquement, ça ne sert à rien. Comiquement, oui. Mais il y a énormément d'humains qui perdent leur temps à maudire ou à regretter des choses qui n'existent plus. Alors, l'être humain refuse le neuf. Refusant le neuf, nécessairement, il veut vivre avec le vieux, et le vieux n'est pas de ce monde. Le vieux, c'est du monde de la mort, c'est pas du monde de la vie. La mémoire fait partie du monde de la mort, elle ne fait pas partie du monde de la vie. Par contre, l'instantané fait partie du monde de la vie, et non pas du monde de la mort. L'être humain provient du monde de la mort, c'est-à-dire que l'être humain provient de l'accumulation mémorielle en forme. Ça crée des corps physiques, ça crée des corps vitaux, ça crée des concepts, ça crée des corps amiques, des corps astrales, ça crée des corps égoïques, des égos. Ça crée des idées, ça crée des pensées, ça crée des formes pensées, ça crée des choses comme ça. Mais tout cela provient de la mémoire. Tu ne peux pas penser des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as pas dans la mémoire. Et cette mémoire, elle va te permettre, donc, ce monde de la mort, le passé, qui n'est pas vivant, te permet d'avoir l'idée d'une substance de vivant. Peut-on prendre de la mémoire, peut-on prendre des choses qui peuvent devenir vivantes? Non. Le fait d'épuiser dans la mémoire, c'est instantané. Mais ce que l'on puise est la réplique d'une chose qui n'est plus. La photo, elle est présente. Mais ce qu'elle représente n'est pas présent. La mémoire, elle est présente, mais ce qu'elle représente n'est pas présent. Ce n'est pas de la vraie substance. Lorsque l'humain se dit « Oui, mais telle chose, c'est dangereux », il vibre du passé. La chose n'est pas dangereuse. C'est comme lorsque tu dis « Oui, mais un chien, ça peut mordre ». C'est faux. Tu vas dire « Un chien, ça peut mordre ». Oui, mais ça vient de tes mémoires, parce que le chien ne mord pas. Et si tu vivrais de l'intelligence instantanée, donc de l'instantanéité, tu ne pourrais pas penser un chien, ça peut mordre, quand un chien, ça ne mord pas. Et tu vas dire, oui, mais c'est con, si le chien me mord, ben, je dis, tiens, ça mord. Oui, sauf que si le chien ouvre la gueule pour te mordre, tu ne seras pas là pour te laisser mordre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur 2 secondes avant, ou 2 heures avant, ou 2 jours avant. C'est comme ceux qui ont peur des ascenseurs. Tu n'as qu'à les inviter à venir chez toi. Il y a un ascenseur, ils vont avoir peur. Pourtant, ils ne sont pas dans l'ascenseur, ils ne sont pas en face de l'ascenseur, ils sont loin de l'ascenseur, mais ils ont peur de l'ascenseur. Pourquoi? Parce qu'ils fouillent dans leur passé, dans le monde de la mort. Et le neuf, ils ne pourront pas réussir à vivre dans le neuf à partir du monde de la mort, à partir du passé, de la mémoire. Adoucir la transition, ça devient compliqué. En même temps, c'est facile, comme tout d'ailleurs ce qui regarde l'évolution, paradoxal. Ça dépend de l'humain, ça dépend du point de vue, c'est relatif. La transition, c'est tout ce qui oblige l'humain à changer de peau, à changer de carcasse. La transition, c'est tout ce qui oblige l'humain à faire un pas en avant. Mais l'humain veut faire un pas en avant avec toute l'asphalte sur laquelle il a marché. C'est la mémoire. L'enfant avance vite. L'enfant veut découvrir les choses. L'enfant découvre le neuf. Tu lui amènes un jeu neuf emballé. Tu l'invites quelque part où il n'a pas été, il est fou comme la merde. Il veut y aller. Il est gêné un peu dans le début, mais c'est pas long qu'il devient, oui, bon. Et plus il vieillit, plus ça s'agit. C'est-à-dire que, parce que la sagesse pour l'homme ancien, la sagesse pour l'humanité présentement, c'est la stagnation perpétuelle. Lorsque tu as suffisamment de mémoire du monde à l'intérieur de toi, tu as l'impression que tu peux régler tous les problèmes neufs. C'est le sage. Mais quand un problème neuf arrive, le sage se rend compte qu'il est humble et où il devra être humble. Il va se rendre compte qu'il est plus sage devant ça. Il est sage devant les problèmes traditionnels. Et pas devant les problèmes neufs. Il ne connaît pas plus qu'un autre. Alors l'enfant, accumulant cette mémoire, finit par se ralentir. Il va vieillir et vers l'âge de, dépendant des enfants, vers l'âge de 30, 40, 50, 60 ans, il finira par refuser de plus en plus le neuf. Et il appellera ça s'agir. Je me stabilise, je suis maintenant plus stable, je change moins d'emploi, je déménage moins souvent, je garde mon vieux linge. Je me stabilise. Tu meurs. C'est une stabilisation, n'est-ce pas, la mort?
Les pharaons étaient très stables. Une fois momifiés. Très, très stables. Mais ils ne vivaient pas. Ils avaient l'apparence de vie. Alors, lorsque tu roules en automobile, tu roules, ça marche. Tu vas à 150 km/h. Et puis, essaie de t'imaginer que tu as une grosse gratte en arrière qui ramasse tout le chemin. Tu mets ça dans la valise. Alors, tu mets 200 livres, 150, 140 km/h, tu rajoutes 300 livres de chemin, 130 km/h, tu rajoutes une tonne de chemin, 25 km/h, puis quand tu as suffisamment de chemin sur toi, 0 km/h, tu es enterré sous toute ta mémoire, puis tu es mort. Telle est la vie de l'homme pour l'instant. Évidemment, quand je dis telle est la vie de l'homme, je ne demande pas la vie de l'homme. C'est pas la vie de l'homme, mais c'est la vie de l'homme. Donc, pour adoucir la transition, il faut comprendre que l'être humain n'a pas le choix d'évoluer. Et dans cette impossibilité de cesser l'évolution, d'arrêter de penser, d'arrêter de se poser des questions, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de se faire réfléchir, parce que bien souvent, l'être humain qui évolue ne se pose pas trop de questions. Les questions apparaissent tout seules chez lui. C'est ça qui est traumatisant pour l'humain. Parce qu'il ne pense à rien, il joue au tennis, ça va bien. Et soudainement, il voit la balle venir et il y a une question qui apparaît et qui lui dit, tu sais, la balle, c'est comme la Terre. Imagine-toi ce que quelqu'un jouera avec. Et puis là, il dit, hey, c'est-tu fou, ça? Puis là, il voit la face d'un gars à la télévision puis qui dit, il y a des extraterrestres qui se battent pour la Terre. Il continue à jouer au tennis. Puis là, c'est pas long que là, ils se battent pour la Terre. Ping, paf, paf. Fait que là, il manque la balle. Puis là, il va arrêter, là, il va vouloir s'asseoir, jaser avec son ami. Puis là, ils vont jaser ensemble d'évolution. Mais ils n'ont pas décidé de jaser d'évolution. On les a forcés à jaser d'évolution. Tu regardes des handicapés, t'en vois tout le temps. Puis à un moment donné, paf! Pourquoi ils sont handicapés? Et voilà, c'est une question qui t'est apparue. Tu ne l'as pas posée. On te l'a fait poser. Et maintenant, essaye de t'en débarrasser. Question fondamentale, pourquoi moi, pourquoi pas lui? Tu n'es pas assez con pour poser une question comme ça. Alors, on te l'a fait poser. L'être humain est manipulé. L'être humain pense qu'il pense, je le dis souvent. Il suffit simplement de vouloir cesser de penser, on se couche, et puis on veut cesser de penser pour dormir instantanément, et puis ça pense dans nos têtes. Alors, l'être humain n'a pas le contrôle. Alors, l'être humain, donc, voit des questions apparaître chez lui, ce qui lui botte derrière pour commencer à évoluer. Tu vas à l'église tout le temps, c'est parfait, c'est le bonheur, c'est génial. Tu vas là avec ton mari ou avec ta femme, tu amènes tes enfants. Pour avoir l'idée que les enfants doivent bien éduquer, il faut qu'ils suivent bon. C'est parfait. Jusqu'au jour où il y a quelque chose qui ne va pas. Où tu te dis, mais sainte merde, c'est une sainte. Sainte merde. Est-ce que c'est réellement nécessaire de toujours mettre des scènes dans une petite boîte de métal pour allumer des chandelles, faire plaisir à Dieu? Tu vas voir le curé, tu poses la question, puis tu réponds, les voies de Dieu sont impénétrables. Et là, ça ne va plus. Tu te retournes vers ta femme ou vers ton mari, puis celui-ci te dit, ben oui, non, qui c'est qui te prend, là? Et là commence la grosse problématique de la transition. Il y en a un qui vient de mettre le pied sur la pédale, tandis que l'autre continue à peser sur le break. Ou si tu préfères, ils se rendent compte maintenant, vous avez déjà vu ce genre de film, où l'auto se divise en deux? Alors imagine un volant à droite, un volant à gauche. Le bonhomme, il chauffe là, la bonne femme chauffe là de bord. Puis tant qu'ils vont sur la même route, c'est parfait. Il y en a un qui dort pendant que l'autre conduit, au pilote, puis tu sais, bon. Puis à un moment donné, il y en a un qui dit « Crime, c'est beau là-bas ». Puis l'autre dit « Hey, il y a une tradition, par là-bas ». Puis à un moment donné, le char commence à avoir des problèmes. Problèmes de couple. De couplement. Ben, on parle de transmission, tout ça, le couplement. C'est ça. Puis de mécanique. Bon. Et puis, lentement, ben, les problèmes de mécanique s'accentuent. C'est pour ceux qui trippent sur le différentiel, je l'ai déjà dit. C'est pas. Alors, lentement, ça tire d'un bord. L'essieu doit se briser. Ah oui, c'est ça, c'est pas. Le royaume des cieux est pour eux. Alors, lentement, ça tire, ça casse. Et puis là, il y a la chicane, il y a la guerre, il y a tout ce que tu voudras. Il y en a un des deux qui va tout faire pour récupérer l'autre.
à son chemin. Deux êtres humains viennent ensemble, ils s'attachent ensemble, ils doivent rester libres de repartir ensemble. Ce que la mémoire, ce que la mort, ce que la tradition refuse. Un oiseau, ça a deux ailes, ça vole. Un oiseau, ça a deux ailes, ça vole. Deux oiseaux attachés ensemble, ça a quatre ailes, mais ça vole plus. Mais si ça ne vole plus, ça évolue apparemment moins vite. Ça génère la souffrance. On a vu la semaine dernière l'intelligence de la souffrance, qui protège l'humain contre les agressions extérieures. Mais, en attendant, est-ce que c'est nécessaire que chaque être humain en voie de conscientisation, de transition, soit toujours ramassé par une enclume? Sauf. Alors la question, elle sous-tendrait une réponse orgueilleuse, une réponse égoïque comme non. En réalité, oui, c'est essentiel qu'il y ait dans le couple un des deux qui traîne de la patte. C'est génial et essentiel. Pourquoi ce ne serait pas essentiel de considérer que c'est celle qui ne traîne pas la patte qui devrait... Pourquoi l'un plutôt que l'autre? Bon, pourquoi l'un plutôt que l'autre? Parce qu'il en faut un des deux. C'est la réponse. Oui. Tu plantes deux grains côte à côte. Il y en a un qui va pousser plus vite que l'autre. Pourquoi lui, pourquoi pas l'autre? Ben, si c'est l'autre, tu vas dire pourquoi lui, pourquoi pas l'autre? Ben, si c'est l'autre, pourquoi lui, pourquoi pas l'autre? Il en faut un des deux. Lequel tu voudras, je m'en fous, mais choisis. Et si tu laisses ça au choix de l'humain, ben, il choisira jamais. Fait qu'on ne pose pas de question, on en fait aussi. Tu as deux enfants, il y en aura un qui sera ceci, l'autre n'aura non. Pourquoi lui, pourquoi pas l'autre? Il dit, l'humain est trop brillant pour poser des questions comme ça. Il faut une espèce de manipulation tout à fait conne qui l'oblige à passer comme ça. Pourquoi moi, pourquoi pas les autres? Bon. L'être humain va être normal. Le mot normal qui devient marginal, soit en bien, soit en mal. Pourquoi lui, pourquoi pas les autres? C'est là où vient cette question, justement, dans le couple. Comme, pourquoi moi je suis poigné avec toi? Et vice-versa. On a toujours, n'est-ce pas, quelque chose à aller chercher lorsque l'on reste avec quelqu'un. Qu'on le veuille ou non. On a besoin de l'autre. Et on a des besoins psychologiques, des besoins émotifs, des besoins où, à la longue, après quelques années ou quelques mois ou quelques dizaines d'années, la présence de l'autre est tellement perçue par nous qu'elle finit par nous appartenir, c'est-à-dire qu'elle fait partie intégrale de notre mémoire, donc de notre ego. Et si l'autre s'en va, ben, ce qui nourrit cette partie mémorielle ne pourra plus être nourri, et elle va se sentir mourir. Alors nécessairement, on a besoin de l'autre. C'est pour ça qu'on souffre tant lorsqu'une personne meurt. Enfin, quand je dis qu'on souffre tant, c'est une intention que l'homme souffre tant lorsqu'une personne meurt, l'homme ancien, l'homme transitif. Alors, dans le couple, il y a normalement deux personnes. Et ces deux personnes cheminaient ensemble jusqu'au jour où les événements écologiques de leur écosystème les ont placés l'un en face de l'autre. Ça s'entend, c'est l'un derrière l'autre, mais enfin, l'un proche de l'autre. Et ils vont jaser, ils vont découvrir des points communs. C'est intéressant, les points communs. Les points communs ne prouvent pas que les deux humains évoluent dans le même sens. Les points communs prouvent qu'ils sont présentement sur un point commun. Tu sais que si tu évolues comme ça, et que tu évolues comme ça, ben, il y a de fortes chances qu'un jour, il y ait un point commun. Mais 6 mois après, le point commun, il faudra qu'il se passe quelque chose. Alors, normalement, quand on rencontre un point commun, on se dit, on va faire des concessions. Ça veut dire que tu vas par là, je vais par là, mais là, on va aller comme ça. Alors, on va mourir un peu chacun de notre bord, puis pour permettre à l'autre de vivre un peu, en tout cas, le manche. Très intéressante, et qui a permis de mettre des choses. Lorsque ceci marche, ça fonctionne quelque temps. Avant, ça fonctionnait à vie. Sauf que l'humain mourait vers 40 ans. Aujourd'hui que l'humain vit jusqu'à 80 années, ben là, il y a un petit 20, 30 ans où cela, ça tire. Lorsque ça tire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un des deux qui décide de reprendre son chemin. Seul, librement,
Étant donné qu'ils sont régis par un amour psychologique, un amour humain, c'est-à-dire un amour inhumain, mais humain, un amour où, lorsque tu aimes, tu ne peux pas respecter l'autre, ou lorsque tu aimes, tu possèdes l'autre, mon mari, ma femme, mes enfants, mon chum, ma blonde, tu dois posséder l'autre. Tu possèdes tellement que si l'autre, si tu vas être jaloux. Oui, mais c'est ma femme, elle n'a pas à sortir avec d'autres. Effectivement, je la respecte, mais qu'elle reste dans la maison. Oui, c'est mon fils, ça, je le respecte. Mais tant qu'il va se mettre les cheveux bleus, il ne rentrera pas ici. Je respecte-les. Continue à respecter. C'est comme ça qu'on respecte les choses. Quand on les aime, humainement, pas intelligemment. Alors, lorsque cela arrive, étant donné que l'être humain ne peut pas se respecter vu qu'il s'aime, on parle de l'homme ancien et souvent de la personne transitive, mais lorsque l'un des deux est repoussé par la vie vers un cheminement maintenant propre à lui, un cheminement où cela ne demande plus nécessairement l'aide évolutive de l'autre, apparemment, il y en a un des deux qui va se poser des questions. Et le premier qui s'en pose une interdit quasiment à l'autre de s'en poser. Pas volontairement. Mais il se doit, et ça l'évolution est bâtie comme cela, c'est qu'il y a ce que l'ésotérisme, ce que la théologie appelle des forces d'évolution et des forces d'involution. Il y a l'initiation lunaire, il y a l'initiation solaire. Il y a les forces sataniques qui obligent l'humain à rester planté sur le plan planétaire, et il y a les forces lucifériennes qui font tout pour que l'humain évolue au plus maudit. Et lorsque ces deux forces se mélangent dans un humain, l'humain est suffisamment terrestrifié, tout en étant suffisamment célestrisé. C'est-à-dire que l'humain a une conscience d'évolution, la conscience luciférienne, mais en même temps, il travaille, il fait ses choses au sol, disons qu'il n'a pas la tête, il n'a pas tout le corps dans les nuages, il reste les deux pieds sur le sol. C'est un équilibre harmonieux entre force d'involution et force d'évolution. Lucifer était un porteur de lumière, et lorsqu'il s'est mélangé à l'humanité, c'était parce qu'il voulait que l'humanité reparte au plus sacrant vers où elle était venue. Alors que le rôle de l'humanité n'était pas de repartir. Et c'est pourquoi Lucifer, en voulant faire un peu vite, mais c'était permis, a créé la condition humaine que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est quand même cette force luciférienne chez l'homme qui anime toutes les religions, qui anime tous les phénomènes d'évolution. Mais lorsque l'être humain avance trop rapidement, il se désintègre, c'est-à-dire qu'il se désagrège, il devient fou, il devient folle. Il devient missionné, c'est-à-dire qu'on ne lui donnait pas au niveau d'astral pour l'occuper, pour qu'il arrête d'évoluer trop rapidement. Et dans le couple, eh c'est l'autre qui va servir de tremplin, de frein. Mais je comprends pas ce frein-là, parce que si la personne qui la freine, pourquoi qu'elle ne pourrait pas, elle, tout simplement faire son cheminement? Regarde ce qui arrive. Un jour, j'ai rencontré un individu très intéressant qui me dit que toute sa vie, il s'est voué à guérir autrui. Alors moi, je lui dis, parfait, oui, c'est très intéressant. Il me demande, je suis malade. Je dis non. Alors il me dit, c'est une preuve. Je dois être malade. Et on a entamé un dialogue ensemble jusqu'au moment donné où il forçait, il voulait absolument que je réponde à des choses, que je lui explique qui j'étais, etc. Alors lentement, on finit par, on en arrive à un point mort où il me dit que lui n'a peur de rien et que lui peut tout contrôler sa vie. Et ça devenait intéressant de pouvoir jaser avec lui. En ce qui fait que je lui demande s'il peut contrôler sa vie, est-ce qu'il a le nez qu'il veut. Alors, il me dit, oh, c'est pour ça contrôler sa vie. Oh. Est-ce que tu as le système digestif que tu veux? Ah oui, officiel. Est-ce que tu as peur de manger des choses toxiques? Ah ben oui. Et si tu aurais un bon système digestif, t'en coûterais. Ah oui, mais Dieu nous a donné ce système digestif, c'est pour, bon, commence une dialectique assez intéressante, jusqu'à un moment donné où il me demande de lui prouver que guérir les autres, c'est une folie. Alors, après avoir discuté avec lui, nous pouvons facilement découvrir qu'il y a des maladies que lui va guérir, maladies qui empêchaient l'humain de sauter. Et là, je vais lui dire, à travers tous ceux que tu as guéris, combien sont maintenant des problèmes sociaux? Ça, il y en a quelques-uns.
Mais c'est pas à cause qu'ils ont guéri. Il y en a un qui a commis un meurtre, il y en a un qui a fait un viol, il y en a un qui s'est divorcé, puis il y en a un autre, ça va bien. On parle de guérison assez intéressante. Du cancer. Et je ne peux pas vous donner son adresse, il est mort du cancer. Ce qui est d'ailleurs le phénomène du retour de tous ceux qui magnétisent et qui guérissent par ce phénomène sans savoir exactement ce qu'ils font. C'est les ramasses de karma de l'autre. C'est vraiment pas génial. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y avait quelques individus qui étaient freinés par leur maladie, donc qui ne pouvaient pas se permettre d'être manipulés par des forces d'évolution ou des forces sociales, les obligeant à créer des mémoires de l'expérience, des phénomènes expérientiels, des événements, qui permettraient de nourrir un astral karmiquement noir d'une société. Alors, ils étaient malades. Et le pauvre bonhomme, il les a guéris. Alors, une fois guéris, ben, évidemment, ils se sentaient bien. Et puis là, le monde est devant eux maintenant. Tu sais, quand t'es malade longtemps en train de mourir, puis que paf, ben là, l'univers est pour toi. Et l'univers a été pour eux. Tu sais, on fait un paquet de conneries, puis maintenant, l'univers est réduit à des cellules. Quoi du plutôt? Lorsque l'être humain avance, je dis à une personne me demande une question qu'on ne doit jamais me poser, n'est-ce pas? Je suis suffisamment, disons, écologique pour ne pas répondre à la personne lorsqu'elle n'a pas besoin de répondre. Mais dans le séminaire que je donne de temps en temps, me poser des questions. Une question bien vache comme peux-tu me prouver que Dieu existe? Alors moi, je pose la question, veux-tu réellement le savoir? J'ai rien qu'à poser ça pour que la personne commence à bafouiller. Mais je lui dis, si je te prouve que Dieu n'existe pas, ça va-tu te plaire autant? Oh, ça ne me dérangera pas. Alors, je commence. Je commence à dessiner sur un tableau, je commence à expliquer des petites choses, puis je regarde les visages du monde, puis il y en a qui pâlissent. Oh, ils sont prêts, il n'y a pas de problème là. Et puis là, ils posent des questions, ce monde-là. À un moment donné, ils n'en posent plus de questions. Et là, j'arrête. Avez-vous des questions? Non. Et moi, votre place, je n'aurais un maudit paquet. Et puis, je ne continue pas trop loin, parce que là, je vais vérifier les gens, puis il y a des gens qui ont des maudits problèmes. Puis, je n'ai rien dit encore. Alors, tu essaies juste de t'imaginer qu'est-ce que ça peut donner qu'un être humain qui, à un moment donné, aurait une ouverture de conscience majeure, qui serait capable de poser des questions comme ça et d'avoir la réponse comme ça, alors que son ego n'est pas prêt du tout à abandonner le vieux chez lui. C'est comme si je te dis qu'il y a le plan planétaire, il y a les plans, disons, angéliques, le monde de la mort, il y a les plans archangéliques, les phénomènes, disons, périspriques de la planète Terre, presque mentales, qui permettent la gestion de l'évolution du monde de la mort, qui permet la gestion de l'évolution de l'homme dans son contexte émotif. Il y a par-dessus, au niveau hiérarchique, il va y avoir certaines formes melchisédiennes, des Melchisédèques, qui vont s'occuper à catalyser l'évolution de temps en temps. Et il y a d'autres formes de hiérarchie qui peuvent s'éloigner lentement du plan planétaire. Et tout cela se chicane un petit peu qui va être le boss de qui sur le plan de notre planète. À travers cela, lorsqu'il y a un cave, une hiérarchie céleste qui se fusionne avec un être humain ascendant, ça crée un grand maître de l'humanité qui sera tout à fait perdu pendant un laps de temps et qui devra attendre que la fonction de l'homme soit accomplie pour pouvoir s'en sortir. Et on peut savoir que le rôle de l'homme, c'est d'accumuler et de créer un corps physique suffisamment intéressant, énergétiquement solide, pour que, du point source de la création, ce qu'un jour j'appellerais bien la supra-énergie, puisse entrer en contact avec l'humain de façon à ce que l'homme le rejoigne, de façon à ce que l'homme devienne le maître suprême de la hiérarchie de la création. Sauf que présentement, l'humain est archétypé, il y a la souffrance qui protège l'homme, on l'a vu la semaine dernière, et l'humain était instruit qu'il était une pauvre mauviette, un pauvre cave, créé comme ça par accident pour plaire à un dieu qui s'ennuyait. Bon. Alors l'humain vit des choses, et puis l'humain a un libre arbitre. Tu peux faire cela ou cela. Si tu fais ça, je te tue. Choisis. Bon, libre arbitre de l'homme. T'as l'enfer, t'as ce que tu voudras, puis t'as si. Bon, c'est intéressant. Alors, l'être humain est confiné à croire cela, mais tout ce qui recherche cette création dans l'univers est confiné à croire que sur la planète Terre, c'est de la boue, de la merde. Alors qu'en réalité, c'est là que se passe le plus grand processus de la création. Mais personne ne le sait. Puis même quand je le dis, personne ne sait plus. Bon.
Lorsque l'être humain, lorsque tu expliques certaines choses et qu'à un moment donné, l'humain qui pose des questions finit par découvrir que les problèmes qu'il vit sont explicables et qu'il peut en comprendre l'explication, mais que cette explication renie totalement ses croyances ou ses foi. Tu as le choix. Tu vas dire, oui, mais ça a de l'allure en maudit. Mais pourtant, dans la Bible, on dit, la Bible, ça faisait comme un modèle téléphonique. L'humain, à un moment donné, ne peut pas transiter agréablement pour la simple raison qu'il reste attrapé, sa valise est pleine de sphalt. C'est parce qu'il finalement, il n'y a pas suffisamment de discernement pour savoir qu'il faut qu'il en laisse s'il veut continuer. C'est pas le discernement, il n'y a pas suffisamment d'instantanéité, il est construit de mémoire. Et s'il abandonne sa mémoire instantanément, il perd son corps aussi, parce que le corps conserve sa forme par la mémoire du corps. Lorsqu'il devra transiter vers l'instantanéité, il finira par plus avoir de mémoire, mais ça prendra un laps de temps. Alors, comment veux-tu qu'à un moment donné, l'humain puisse, avec tout son bagage mémoriel, arriver à confronter celui-ci à une réalité claire? C'est intelligent que ça se passe comme ça, la question. Oui, mais qui a décidé ça? Elle devient conne. C'est intelligent. Donc, il n'y a pas besoin de personne pour décider. Ni d'un homme, ni d'une hiérarchie, ni d'un dieu. C'est intelligent. Parce qu'une chose peut être intelligente pour une personne et pas l'être pour l'autre. Oui, et ça va arriver à elle, pas à l'autre. Mais si elle se mêle à des plans de l'autre, elle va chialer. Qu'est-ce que tu entends par plan de vie? Tout ce qui tourne autour de toi, y compris ton corps physique, les lunettes des yeux, y compris les mémoires incarnationnelles de ton âme, y compris tout cela. Ça, c'est ton plan de vie. Donc, ce qui tourne autour de toi, ce sera les murs du salon, ce sera les personnes ici, ce sera tout l'univers qui gravite autour de notre planète Terre, ce sera tous les univers qui gravitent autour d'une autre, ce sera les super-univers qui gravitent autour d'une autre, ce sera toute la création qui est en mouvement. Tout cela fait partie de ton plan de vie. Ton plan de vie, il est unique en ce sens que tu occupes dans cette création un espace et un temps qui t'est réservé. Et j'en occupe un autre. Je ne peux donc pas être à la même place que toi en même temps dans le même monde. Ton plan de vie, c'est ça. Et de cet endroit spatio-temporel, de ton temps et de ton espace, tu verras l'univers d'une façon que je ne pourrai pas le voir. Et tu seras sujet à être événementialisé, c'est-à-dire que tu rentreras dans des événements de cette création d'une façon que moi, je ne pourrais pas pénétrer. Si un automobile fonce sur nous deux et que finalement elle passe là, eh bien, c'est ton plan de vie de la recevoir. Elle passe par-dessus toi. Et comme vous ne pouvez pas être tous les deux en même temps, au même moment pour l'instant, il y aura un des deux qui devra disparaître. Que devient à ce moment-là la manière de dire, mais c'est l'astral qui a manipulé les choses. C'est bon que l'ego le dise. Oui, mais C'est bon que l'ego dise que c'est l'astral qui le manipule. Même si je dis régulièrement, mais c'est pas compris, que l'astral est manipulé par l'intelligence. Donc, finalement, c'est l'intelligence qui manipule par le biais de l'astral. Donc, finalement, qui peut manipuler. C'est rien ce qui se passe. C'est évident. Mais lorsque je dis que c'est l'astral qui manipule l'homme, les forces mémorielles, tout le phénomène mémoriel du ciel qui manipule l'humain, les dieux, les égrégores, les égrégores, c'est quoi? Ce sont des formes pensées, donc l'égrégore national, l'égrégore politique, l'égrégore familial, etc., ça manipule l'humain. Mais j'ai dit cela pour l'ego. Faut que l'ego arrive à dire que ce n'est pas à cette cochonnerie qu'il doit se brancher, qu'il doit cesser de le nourrir, de l'entretenir, de le remercier parce que l'autre lui donne moins de marge. l'ego, finalement, se branche sur quelqu'un qui le laisse se brancher. Ben, l'ego, il se branche sur ce qui est connu, sur ce qui le nourrit, sur ce qui est mémoriel. Si tu viens au monde haut comme cela, à l'âge de 9 mois, comme tout un enfant qui se respecte, et que je te donne un livre, on a 3 enfants qui viennent de naître, et puis il y en a un, il donne le Talmud, l'autre, il donne la Bhagavad Gita, et l'autre, il donne la Bible. Eh bien, ils vont vivre, ils vont pousser, ils vont grandir, et ils sauront tous que Dieu les a créés à leur image. Puis que les autres dieux, c'est pas bon. Ils sauront le tout. Et ils vont nourrir quel égrégore, ils vont nourrir quel Dieu, celui qui sera sécure chez eux. Autrement dit, celui qui aura été inculqué dès leur jeunesse.
La résistance est le principal problème. Comment peut-on expliquer qu'il y a de la résistance? Ben, c'est pas la résistance, le problème. Il n'y a pas de résistance, il n'y a rien pour résister. Ça va? Le problème, c'est donc ce qui résiste, c'est la mémoire. C'est le passé. C'est la mort, le monde de la mort. C'est ça qui est le problème. C'est la résistance, on disait tout à l'heure que tous les gens émettaient de la résistance à pouvoir connaître le monde nouveau, du neuf. Oui, il ne décide pas la résistance, c'est l'expression. Tu veux te séparer de ta femme. Et puis là, c'est la grosse chicane, là, vous tirez vos dernières vaisselles par la tête. Et puis, c'est du déphage, tu sais. Bon. Et puis, à un moment donné, ben là, vous vous séparez chacun de bord, commencez à faire vos bagages. Puis le monde de la mort arrive. Et puis là, tu deviens nostalgique. Tu te rappelles du bon temps. Quand tu chicanes, tu te rappelles des mauvais moments, mais quand c'est le temps de briser cette forme, de couper, il n'est pas si pire que ça. Il n'est pas si pire que ça. Oui, mais là, ça vient. Le monde de la mort est tout mis ça d'en face. Pour que tu ne puisses pas pénétrer dans un monde neuf puis que tu restes bien assujetti à ta tradition familiale. Et puis, si ça ne fonctionne pas du bord pareil, ben là, on va te dire, ouais, mais que ton patron, là, qui fêtait justement l'anniversaire de ta femme dans une semaine, tu vas dire quoi? Ah, ouais, si on ne te récupère pas par ça, on va te récupérer par d'autres choses, on va l'en trouver. Ouais, mais ton chum, t'es ci, t'es ça, quand tu sors avec eux, tu sais, le femme, sont bien amis de la tienne, tu sors avec eux autres, puis femmes, puis bon. On va trouver d'autres choses. Si ça ne marche pas avec l'émotion, on va te pogner par l'orgueil. Puis si finalement tu décides de vivre le neuf quand même, puis que tu coupes, puis que tu coupes, puis que tu coupes, ben tu vas finir par te libérer. Tu auras souffert un bout de temps. Ça va de soi. Pour arracher une peau, ben ça fait un peu mal. Mais ce qui va surgir après, pour pouvoir être bienfaisant dans le neuf, à l'exclusive condition que tu ne te laisses pas ramasser encore par la mort, par le vieux. Sinon, ben tu vas revenir encore, pour encore essayer un autre shot. Hein? Et puis, pitou, puis ici par là. Et puis, demain matin, ça va encore peut-être recommencer. Pourquoi? Parce que l'humain n'arrive pas à comprendre l'intelligence de la transition. Premièrement, l'initiation par le couple, c'est essentiel. Celui qui trouve que son mari ou sa femme lui nuit, doit savoir que s'il vit cette condition, c'est qu'il y a de l'intelligence là-dedans. Il y a énormément d'humains qui avanceraient tellement vite qu'ils capoteraient complètement. Et il y a énormément d'humains qui arriveraient à voir des choses et qui pourraient apprendre à se fermer juste avant de capoter. Mais ils auraient tellement d'orgueil qu'ils deviendraient démissionnés. Ils ont sauvé l'humanité. En plein ce que Lucifer a voulu faire. Alors, tant qu'ils restent assujettis à une évolution par le couple, dans la majorité des cas, eh bien, ils sont poignés à pas trop avancer vite, mais ils découvrent l'humain, hein, parce que tu peux apprendre à te connaître en maudit et te regarder réagir par rapport à l'autre. Ouais, mais tabarouette, des fois, j'ai pas décidé quelque chose et je me sens mal, il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça. C'est ça, t'es pas ton seul maître. Oh non, je comprends non, c'est l'autre, si l'autre serait pas là, tu serais pas plus ton seul maître, sauf que tu le serais pas. C'est tout. T'sais, quand j'ai pas faim, ben, je peux te garantir sur papier devant notaire que jeûner, c'est facile. Et là, jeûner. Quand je vais avoir faim, on en reparlera. Alors, la personne qui est son seul maître, parce qu'elle est toute seule sur la planète, n'est pas son seul maître. Elle n'est pas dans des conditions pour se faire ramasser. Tu vis en couple, tu es dans la condition idéale pour apprendre à devenir ton seul maître. Pourquoi le qualifier d'idéal? Parce que c'est idéal, regarde-toi la face. Mais est-ce que ça sous-entend que de vivre seul, finalement, ça brasse moins, ça... Non, celui qui est célibataire. Celui qui est célibataire, lui, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à ne pas vouloir rechercher le couple.
Ben à ce moment-là, on Mais peut... celui qui est déjà en couple, il n'a pas de problème non plus. Il a eu un penchant pour l'autre et il a perdu l'équilibre. Mais ce n'est pas un gros problème. Maintenant qu'il est en couple, s'il est en couple aujourd'hui, c'est parce qu'il a des choses à apprendre par le couple. Il a trop d'ego, il a besoin d'apprendre à s'anégoïser, il a besoin d'apprendre aussi, il a besoin aussi d'un frein pour ne pas grimper trop vite. Et ça, l'humain ne veut pas l'accepter, l'humain est suffisamment orgueilleux pour pouvoir continuer à penser qu'il est prêt. Je suis prêt. Un coup de pied au cul, puis t'es plus prêt. C'est simple. Ah, l'humain, il est prêt, l'humain, il est prêt. C'est comme tous ceux qui n'ont pas faim, sont prêts à jeûner. Quand la faim commence, je pensais pas que c'était comme ça, moi, là. Il doit aussi des médicaments pour calmer, je sais pas, on doit un jus ou deux, on doit un frigidaire caché dans la chambre, puis je paye. Ouais, puis quand la faim te ramasse convenablement, là, tu commences à maigrir. Ouais, mais tabarnouche, moi, j'ai le ventre là, on veut perdre ça, puis on perd les chutes à la place. C'est pas ça qu'il faut faire, tu as l'air de 20 ans plus vieux. Tu te trempes, tu shakes, tu te lèves plus. C'est ça le jeûne, mon ami. On te purifie. Ah ouais, non, je pète, ça pue comme ça, jamais pué, on dirait que je suis pourri par en dedans. C'est ça, le corps se purifie. J'arrive plus à penser, c'est ce que je te dis. Tu vas voir. 3 semaines encore, et puis, là, 3 semaines encore, là, je suis maintenant. Ça. Prenez n'importe qui veut suivre un régime, foutez-le dans une clinique de jeûne. Il va se sauver ou il va se suicider. La grande majorité ne pourront pas y rester. Ils ne sont pas prêts. Tu lis sur le jeûne, ton ego, tu mets de la mémoire là-dedans pour qu'il cesse de broyer pour refuser le neuf quand il va le vivre, le jeûne. Alors là, il lit ceci, il lit cela, il apprend des choses, se renseigne un peu, il va visiter la clinique un petit peu, c'est comme l'enfant, il visite la salle d'opération avant d'opérer. Là, il trouve ça cute, il trouve ça correct, puis après ça, ben là, lentement, il s'en va faire un petit jeûne. Puis là, ça peut marcher, mais pas toujours. Il faut que l'humain se prépare. Dans l'évolution, c'est le même phénomène, sauf que c'est mauditement plus pire. C'est-à-dire que si tu arrives quelque part où tu n'es pas prête, peut-être que tu ne vaux pas cher dans l'évolution de la galaxie en tant qu'égo corporifié. Alors, si tu n'es pas prête, on va simplement t'éliminer. Il y a bien des façons d'éliminer un individu. On parle du sida. Est-ce que les sida, réellement, c'était pour obliger les couples à ne plus avoir des relations avec tout le monde? La religion s'est emparée du phénomène cinétique et effectivement, ils se servent de cela pour dire que c'est la punition de Dieu. Ben oui, Dieu il punit même les enfants qui naissent. Toi, t'es correct, t'es pur. Ta femme accouche avec un autre, elle pas le sida. Toi, t'es toujours pur. Elle accouche avec toi, tu donnes le sida. T'es toujours pur, mais t'as maladie pareille. Belle punition de Dieu. Mais il y a des raisons à l'apparition de ces maudites maladies. Lorsque l'être humain pense avoir réussi à se libérer du joug de l'évolution ou du joug de la mécanicité écologique dans laquelle il est placé, ben, il y a des choses qui vont apparaître. On va régler le sida d'ici peu, mais il y aura une autre maladie, parce qu'il y a une raison intelligente à l'apparition de cela. Ça pousse certains continents à travailler ensemble. Tchernobyl, c'était pas une farce. Bon, c'était une explosion pas d'une petite tête de limite sur la planète. Mais c'était un phénomène relativement intéressant qui a obligé les Russes à accepter l'aide américaine pour aller faire des choses là. Il y a eu d'autres problématiques en URSS dernièrement et ça a pris 3 heures avant qu'ils avertissent les autres pays. C'est jamais vu. Il faut les avertir que c'est passé quelque chose chez eux pour que 3 mois après, ils nous confirment que oui, mais 10 fois moins pire qu'on le dit. Bon, mais dernièrement, il est arrivé une autre chose. Une autre petite catastrophe. Et puis, on l'a su 3 heures après. C'est intéressant. Ça permet aux Russes de lentement pouvoir s'approcher de la table. Ils pourront discuter la paix avec les États-Unis d'Amérique. Parce que prochainement, ils vont se réunir, les grandes puissances, et puis ils vont signer un accord de paix. Et pour ceux qui ont l'affinité vibratoire, bien, ils sauront qu'il leur reste maintenant 2-3 ans pour s'organiser parce que la guerre est juste aux portes. L'être humain
est pris dans un contexte où il ne voit que ce qu'il désire voir. Il est programmé mémoriellement, il est programmé de plusieurs façons et il est convaincu que sa programmation interne est la réalité. Se voyant suffisamment orgueilleux, c'est-à-dire qu'il est convaincu qu'il a les barbites qu'il n'a pas, enfin, très peu. Et l'être humain qui vit en couple et qui voit sa vie de couple problématisée est convaincu que ce n'était pas l'homme ou la femme qu'il aurait fallu. Marie-toi, twist, man, tu auras toujours le couple idéal. Il n'y a pas de problème. Parce qu'ils se croisent et ils sont parfaits. Parfaits l'un pour l'autre. Mais s'ils veulent continuer leur cheminement, ils se déparfaissent. Alors tu te remaries qu'un autre en haut, puis un autre. Ça va. C'est pourquoi c'est préférable d'avoir des amis. Sauf que celui qui est en couple, c'est qu'il avait une raison intelligente qu'il ne connaît pas d'être en couple, d'être ce qu'il appelle pogné souvent. Il y en a qui évoluent que le femme et leur mari, ça va bien, c'est impeccable, c'est parfait, mais à un moment donné, lorsque ce sera le temps, il y en a un des deux qui va commencer à décrocher par rapport à l'autre, pour empêcher l'autre de voir trop vite les choses qu'il n'est pas prêt à voir. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'une personne peut faire pour adoucir sa transition lorsqu'elle est pognée, en guillemets, avec une personne en club? Divorcer, ça temporise l'évolution. C'est-à-dire que si tu en as besoin, en divorçant, tu auras d'autres merdes. Bon. Il va y avoir un temps où il sera intelligent de se séparer, de divorcer. L'humain il saura suffisamment qu'il va le faire. Bon. Mais c'est qu'on intervient à ce moment-là dans le plan de vie, puis c'est... Tu n'arriveras pas à te séparer ou à divorcer si ce n'est pas le temps. C'est pas la tête. L'autre, il ne voudra pas. Il va se passer 50 affaires. Ton avocat va se faire tuer. Il va être malade, il va attraper le sida. Et puis quand il va se passer des choses. Ça ne fonctionnera pas. Quand c'est le temps, ça se fait comme ça. Donc, on ne peut rien changer. Non, mais on doit par contre accepter les changements. L'humain veut devancer les changements. Exactement comme si tu te dirais, je vais m'en aller à Tombouctou, et puis un avion à la porte 10 de tel aérogare qui part pour Tombouctou, c'est au bout. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu pars en courant acheter ton billet. Ah bon, on te vend le billet. Tu pars en courant à porte 10. Attends, il y a un vol tous les mois, puis le dernier était parti hier. Bon. Là, tu te dis, oui, mais le temps dans la tête, c'est pas le temps dans la matière. Lorsque l'humain a l'idée, il est convaincu que c'est d'être là tout de suite. Il faut que le temps, l'idée, elle arrive là, parce que le temps psychologique, comme le temps mental, puis encore plus le temps supramental, a un étirement, une élasticité qui n'est pas donnée au temps matériel, même si celui-ci en a un. Alors, lorsque tu perçois quelque chose, chronologiquement dans le temps matériel de notre planète, c'est en quelle année que ça doit arriver. Ça, l'humain ne sait pas, puis l'humain ne veut pas le savoir. L'année, l'humain, il appelle ça tout de suite. Je vais gagner la loterie, je le sais. C'est au bout. T'achètes-tu des billets? Non. Ben, tu ne gagneras pas. Oui. Quand on va l'acheter, il va gagner. Tout le monde dirait ça. Ils ne le disent pas. Ça sert à rien de dire des choses idiotes. Ils ne le disent pas. Eux autres sont convaincus qu'ils vont gagner. Ils ne vérifient pas si ça a de l'intelligence ou non, puis ils achètent des billets 3 semaines pour espérer que. Celui qui a gagné va gagner quand ça va être le temps qu'il gagne. S'il a acheté 500 $ de billets avant, c'est du gaspillage, mais il n'aura pas gagné avant pareil. C'est pas la quantité de billets. Il y en a qui n'achetaient qu'un une fois de temps en temps. On faisait tirer à un moment donné une fin de semaine en voilier dans les symposiums. Et puis, il y a une personne qui est rentrée, elle a acheté il y avait 4 conférenciers, il y avait moi en dernier. C'est une personne qui faisait le programme de contrôleur. On était venu que pour la conférence, alors elle a payé que pour la dernière conférence. Elle est rentrée, elle s'est assise, il y a eu le tirage, elle a gagné, puis elle est partie.
Hein? Il y en a qui ont assisté toute la journée, il y en a qui ont fait plusieurs symposiums, puis qui ont perdu. Lui, il est rentré, là, c'était une conférence, il est reparti, il a gagné. C'était un voyage pour deux. Ben, c'est ça. Là, quand il sort, il dit, ben oui, j'étais venu pour le tirage, tu sais. Ben oui. Quand c'est le temps, c'est le temps. Lorsque l'humain se sépare ou divorce, c'est parce que c'est le temps. Mais toutes les chicanes qu'il fait avant, c'est pour le préparer psychologiquement à accepter son divorce. Un humain qui est là et qui se dit, crème, elle m'a jamais donné de mots, elle m'a jamais engueulé. La femme qui dit, il m'a jamais rien fait non plus, puis on se sépare. C'est pas génial. Correct, on va s'organiser, vous allez vous entretuer pendant 2-3 ans, puis allez vous séparer, pareil. Vous n'avez plus rien à faire ensemble. C'est qu'elle a séparé. Mais l'humain ne peut pas comprendre ça. Alors l'humain, il va se chicaner, l'humain, il va se battre, l'humain va s'engueuler, il va s'autodétruire apparemment, pour arriver à créer une condition psychologique où il pourra accepter de lâcher l'autre. Sinon, il n'y a rien à faire. Ton enfant, il est parfait. Il est rendu à 12 ans. Il est parfait. Il est rendu à 18 ans. Il est parfait. Il est rendu à 25 ans. Il est parfait. Il veut s'en aller, tu ne le voudras pas. Mais c'est une vieille pogne qui se met des sauteuses dans la tête, collée avec la colle, qui cloue ce que tu voudras, qui rentre chez toi à 3-4 heures du matin avec sa caisse de bière et sa caisse de chum, ben là, il y a des chances qu'à 25 ans, tu veux bien qu'il parte. Alors, il va vivre une condition psychologique pour te préparer émotivement à le lâcher. Tu vas dire, oui, mais c'est stupide, moi, j'ai rien que... Non, tu ne le lâcheras pas s'il n'y a pas des raisons émotives de le lâcher. Les humains ne se séparent pas s'ils n'ont pas de raison émotive de se séparer. Alors, on les prépare. L'évolution, c'est le même phénomène. Toi, tu manges la claque, tu manges pour arriver à comprendre la souffrance d'autrui. Parce que la souffrance d'autrui, tu ne dois pas l'annihiler comme cela. L'humain en a besoin, on l'a vu la semaine dernière. Alors, si tout va bien, tu ne souffres jamais, paf, tu vois juste clair, mais pas encore assez. Tu sais, faut que tu te laisses le temps de monter. Puis quand tu vois la souffrance d'autrui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter, tu vas bloquer carrément ton évolution, puis tu vas dire, merde, il faut que j'aille les aider. Et voilà, on recommence le missionnariat. Là, tu vas descendre dans les foules, pour aller leur dire qu'ils ne devraient pas souffrir. Puis tu vas essayer de les aider, les accoter sur l'épaule, donner des petites béquilles. Ben ouais, pendant ce temps-là, ben, l'humanité va tout s'écraser sur toi, puis elle évolue pas plus non plus. C'est plaisant. Deviens grand maître, un grand con. Tu t'occupes les gens, puis les gens s'occupent de toi. La transition, c'est lorsque l'être humain passe de son vécu sécuritaire et quotidien vers quelque chose de neuf. Je parle de quelque chose de neuf, je parle de quelque chose de très neuf. Regardez depuis combien d'années l'intelligence manipule l'humain à instruire l'humain, l'homme, de probabilité de contact extraterrestre avec E.T., avec Starman, avec Enemy Mine, avec Maison. Bon, c'est pas un nom de film, là. Plusieurs. La guerre des étoiles, Galactica, où on va se battre pour la Terre. Un paquet de choses. Dune et Maison. Pourquoi? Ben parce que maintenant, lorsque l'humain va voir un extraterrestre, ce sera plus comme à l'époque de Hitchcock. Il n'y aura pas l'impression que les Martiens vont venir désintégrer tout le monde. Avec E.T., tout le monde broye quand il meurt. Enemy Mine, Crème, il s'occupe de l'enfant de l'autre. Puis c'est génial. Je veux se préparer émotivement l'humain. Cocoon, c'est le même phénomène. On parle de l'énergie vitale souvent ici. L'eau est un grand conducteur d'énergie vitale. Alors, dans le film Cocoon, la piscine d'eau, elle est magnétisée. Tu vois les bonhommes se promener là-dedans avec leurs mains, puis ils magnétisent. Alors, lorsqu'on ramasse les cocons dans le fond de l'eau, qui sont des espèces de momies encore vivantes, d'anciens extraterrestres, on les fout dans la piscine. Là, ils se revitalisent. Là, il y a un petit vieux qui va nager là-dedans parce qu'il aime ça, disons, faire des petits détours aux règles légales, il nage en piscine. À un moment donné, ben, il commence à avoir des problèmes sexuels. Enfin, il retrouve sa santé. Et puis là, il s'en va en chantant, et puis il vient se baigner avec son chum, puis à un moment donné, il rajeunisse. C'est ça, l'énergie vitale. Puis à la fin, ben, tout le petit clan de vieillards se garoche dans la piscine, puis là, il peut, c'est l'énergie vitale qui est là. Fait qu'il n'y en a pas un qui rajeunit, puis les cocons, il y en a qui meurent. Ah oui, parce que c'est ça que j'appelle le tétage d'énergie. Alors, il absorbe tout. C'est intéressant, mais ça marche plus.
Puis là, ben là, à la fin du film, ben, ils remettent les cocons dans l'eau parce que là, il faut qu'ils repartent. Pourquoi il faut qu'ils repartent? Parce que j'ai déjà dit, l'extraterrestre ne peut pas rester sur la planète Terre longtemps parce qu'il devient crapaud. Fait que les autres, dans le film, ils restent déjà assez longtemps. Mais là, ils ne peuvent pas rester encore pour recommencer. Il faut qu'ils partent. Ben, ils partent. C'est un film! Mais lentement, on prépare émotivement l'humain à des choses. Hey, il faut préparer l'humain émotivement. À des réalités. À des réalités. Oh, c'est pas comme les films. Les films, évidemment, c'est la grosse coloration des choses. Mais l'ego doit s'instruire. Alors, dans la vie, par le couple, c'est le même phénomène. L'humain qui avance vite au-delà de ce qu'il peut supporter est ralenti par un autre humain qui avance. Lui aussi, les deux, dans le couple, évoluent. Sauf que par rapport à lui, l'autre sert de frein. Et par rapport à l'autre, le premier sert de frein. Mais lorsque il y a une personne qui ne sert plus de frein, cette personne-là ne sert plus de frein à ce moment-là, la personne a fait son cheminement. Oui, il y a un problème, c'est parce que tu n'avances pas assez vite, pour que l'autre serve de frein. Et la raison pourquoi tu n'avances pas assez vite, c'est que ou tu es suffisamment humble pour attendre. Il vient une question dans la tête, et puis tu n'as pas la réponse, et puis tu te dis, bon, ben un jour je l'aurai. Parfait. Ta femme ou ton mari ne te créera pas de problème. Mais si tu veux connaître la réponse, puis que tu n'es pas prête, tu vas l'acheter des livres, mon vieux. Tu vas aller en voir du monde, des conférences, des trucs. Et tu ne comprendras pas, si ce n'est pas le temps de comprendre. À un moment donné, il y a des gens qui nous disent que le PMC, c'est dispendieux. Et puis, on peut vérifier statistiquement que tous ceux qui n'avaient pas l'argent pour le faire ont toujours eu l'argent pour le faire, puis en plus, ils ne sont pas appauvris, puis il y en a même qui sont enrichis. C'est dispendieux, non? Sauf que c'est une barrière. Ça permet seulement à ceux qui ont à le faire de le faire. Puis ça empêche les autres de le faire. Ça oblige l'ego à réfléchir un petit peu avant. Alors, c'est pas le trip collectif, il ne s'inscrira pas parce que tout le monde y va, pas au prix qu'il coûte. Donc, en partant, on élimine le collectivisme. À un moment donné, celui qui va le faire, ben, il a pensé avant, il a pensé, il y en a qui pensent 3 ans. Puis il y en a qui pensent 5 minutes. Puis à un moment donné, si tu viens porter l'acte, ben, au prix qu'il coûte, il n'est pas cher, il est juste à la limite parfaite pour que tu saches un peu plus ce que tu fais. Ah, la personne pose le geste. Le couple, c'est le même phénomène. Si tu avances suffisamment égoïquement, nécessairement, tu libères l'autre de sa fonction de te servir dans le club. Pour l'homme comme pour la femme. Mais si à un moment donné, tu veux trop vite flyer, ben nécessairement, l'autre te servira dans le club. Tu n'as pas le choix. Et si tu veux te séparer ou divorcer, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas, disons, la solution intelligente. Adoucir la transition, donc comprendre, premièrement, qu'il y a une utilité à la merde humaine. Il y a une utilité. Je ne dis pas que ça doit rester comme cela, ce n'est pas intelligent que ça marche comme ça, sauf que c'est intelligent dans le temps que l'être humain n'a pas l'intelligence pour comprendre l'absurdité de l'intelligence. J'ai expliqué C'est une situation qui existe finalement que parce qu'on est en transition. Parce que lorsqu'on ne sera plus en transition, ça va disparaître. Oui, le gros problème qu'il y a, c'est que l'être humain va être en transition dans le sens transitionnel tant qu'il aura de la mémoire à opposer au neuf, à l'instantané. Lorsque l'être humain devient un homme nouveau, il n'a plus de mémoire, il n'a plus besoin de mémoire, il a un savoir instantané qui lui donne, ce qui lui permet de savoir ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Donc, lorsque c'est le temps. Étant donné qu'il n'a plus de mémoire, il n'a plus rien à opposer à la mémoire, donc il n'est plus en transition jamais. Mais il continue son ascension. Il accumule de l'énergie, il expand sa conscience et il finit par englober les choses. D'autres mondes parallèles et d'autres phénomènes. Sauf qu'il n'est plus en transition. Il est, dans un terme intéressant, accompli. Il est parfait. Il est parfait comme homme terrestre. Non, il est parfait. Parfait, simplement, il est parfait. Parce qu'il va se parfaire aussi pour arriver à... Non. Regarde bien ceci. Ce verre, est-ce qu'il est parfait en tant que verre? Est-ce que c'est un bon verre? Oh oui. Bon, parfait. Bon. Je mets de l'eau dedans. Est-ce qu'il est plus parfait qu'avant? Non. Bon. Je mets encore de l'eau. Il est plus parfait qu'avant?
Mais l'homme, c'est pareil. Quand l'homme, c'est parfait, il n'a plus d'ego, il a un corps suffisamment solide, tout ce qui lui manque maintenant, c'est de mettre de l'énergie, mettre de l'énergie, mettre de l'énergie, mettre de l'énergie. Il continue à être ascendant en vibration, mais il est parfait de toute façon. Il n'a pas besoin de plus de perfection que de perfection, il est parfait. Ton corps physique, il est parfait. Il permet la maladie, il permet le vieillissement, il permet les accidents, il permet la mortalité. Mais c'est génialement parfait, c'est un bon corps physique. Il accomplit ce pourquoi un corps physique a été fait. Lorsque ton corps physique ne sera plus malade, ne vieillira plus, ne mourra plus, ne souffrira plus de l'accident, tu n'auras plus de corps physique, ce sera un corps éthérique. Le corps éthérique, il sera parfait, et le corps éthérique, il est parfait tel qu'il est, mais il a d'autres fonctions. Ton corps vital, il est parfait, ton corps astral, il est parfait. Il est là pour créer le monde de la mort, créer le ciel, connaître l'expérience planétaire, constituer des événements qui vont nourrir encore ce phénomène céleste pour permettre à l'âme de pouvoir y loger pendant une période de transition du corps physique. Il permet en même temps de créer une brume, une zone planétaire qui permet à tous les mondes parallèles de ne pas savoir ce qui se passe sur notre planète, de ne voir que de la souffrance. Et c'est un corps astral parfait. Ton corps mental, il est parfait, il logifère, il va intelligenciser sur les choses, il va être capable d'avoir un raisonnement conséquentiel, il sera capable de devenir prescient. Et lorsque tu auras un contact supramental, tu finiras par te fusionner avec ton esprit. L'ego va disparaître pour créer le dôme éthérique, et lentement, tu n'auras plus besoin de ce corps physique qui est parfait, mais qui fait chier l'ego pour la simple raison que l'ego a le concept de ce que devrait être un corps physique. Ce concept, il le prend où? C'est l'idée du dôme éthérique. Mais ce n'est pas un corps physique. Un corps éthérique. Et le corps éthérique apparaît lorsque l'ego disparaît. Alors donc, l'ego va toujours rester dans un corps physique. Un couple, pourquoi que c'est toujours le même qu'il faut qu'il plie? C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est toi qui l'as lu. Il est donc complice. Dans un couple, pourquoi c'est toujours le même qu'il faut qu'il plie? C'est parce que c'est toujours le même qui accepte de plier. C'est très simple. Il y a différentes dialectiques qui disent que le plus intelligent plie. Mais c'est pas toujours vrai. À un moment donné, lorsque l'humain a raison, il doit s'arranger, parce qu'il faut faire attention. Plier, ça devient une vraie folie. Plier, ça veut dire accepter de sortir de son monde pour pénétrer le monde de l'autre. L'humain doit s'arranger pour dialoguer, pour arriver à une compréhension, mais il n'est pas question de plier. On ne plie pas. On finit par s'entendre ou on ne s'entend pas, mais on ne plie pas. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai déjà dit dans une conférence sur le couple que ce serait préférable d'avoir chacun sa chambre. Ça, quand on ne s'entend pas, puis qu'il n'est pas question de plier, ben, au moins, on peut aller marmonner, préparer le prochain combat dans chacun sa chambre. Quand on est dans la même chambre, ben, il y en a un qui va coucher dans le salon, puis si celui-là, il est quasiment en train de perdre. Hein, il ne préparera pas sa contre-attaque aussi bien que l'autre que la chambre à lui. Alors, pourquoi c'est toujours le même qui plie? Parce que c'est toujours le même qui accepte de plier, puis à un moment donné, il faudra que l'humain apprenne que plier n'est pas nécessairement plier, c'est-à-dire que lorsqu'une chose s'estompe, elle n'a pas nécessairement perdu. Moi, il y a énormément de choses que j'ai réussi à faire dans la vie parce que j'ai plié. Je disais dernièrement à la radio que lorsque j'étais jeune, j'avais un professeur en religion qui nous a demandé un jour de faire une thèse, un petit bout de papier, là, lui expliquant pourquoi on aimait Dieu. Alors, c'est extrêmement compliqué. Je lui ai résumé ça en 3-4 mots. Et puis, je lui ai donné. Puis, j'ai eu 0. Alors, j'ai compris qu'il ne voulait pas savoir pourquoi on aimait Dieu, il voulait savoir pourquoi lui, il aimait Dieu. Il fallait lui expliquer ce que lui voulait avoir, pas ce qu'on pensait. Donne-moi ton opinion sur ça. Est-ce que c'est beau? Non, t'as 0. Mais pourtant, la question, donne-moi ton opinion. Si t'as donne, t'as 100%. Quelle que soit l'opinion donnée. La question n'est pas quelle est mon opinion de ça. C'est quelle est ton opinion de ça.
Alors, à la fin de l'année, le même examen revenait, puis là, j'ai écrit sur la feuille, une feuille et demie, pourquoi le professeur aimait Dieu. Et j'ai eu 100 sur 100. J'avais plié. C'est une émission de télévision que tout ça. Puis j'ai reçu une lettre par la suite à personne qui me disait « Oui, vous avez dit ça, mais c'est absolument stupide de faire ça. Vous avez aucun amour propre, vous vous laissez marcher sur les pieds carrément. Il me semble qu'on doit défendre son opinion, puis qu'on doit... » Oui, voilà. Il y en a plein qui sont au cimetière qui ont défendu leur opinion pour y aller. C'est facile de mourir pour une cause, c'est mauditement plus dur de vivre pour. Alors la personne, elle n'a effectivement rien compris du phénomène. Alors plier, c'est quoi plier? S'arranger pour de toute façon gagner. Le patron, il va m'augmenter, mais il faut absolument que je donne une excuse de l'affaire que je n'ai pas faite. Qu'est-ce que tu veux? Être absolument le boss devant le patron ou avoir ton augmentation? Tu veux ton augmentation? Ben excuse-toi, ça finit là. Le boss, tout fier, tout content, il te mène. 21 piastres de plus par semaine. Il mène. C'est qui mène qui? Le boss, il mène l'employé, puis l'employé, il mène le boss. C'est qui est plié? Apparemment, c'est l'employé. Mais oui, non, l'employé manipule le boss comme qu'il veut. Puis le boss, il se manipule comment? Il est convaincu que l'employé plie. Alors, fais attention dans le couple, c'est le même phénomène. Il y a deux façons de plier. Il y a la diplomatie. Ce que j'appelle l'hypocrisie. Et tout homme nouveau et femme nouvelle qui se respecte sera hypocrite. C'est-à-dire qu'il sera écologique, qu'il sera ajusté. L'humain n'a pas le choix d'être hypocrite. Tu ne peux pas faire autrement que d'être hypocrite devant quelqu'un qui ne comprend pas ce que toi tu comprends, que tu es tort ou raison. Sinon, tu devras le taper dessus, te battre, te chicaner pour qu'il comprenne. Puis s'il ne peut pas comprendre, il ne comprendra pas plus. Alors, autant t'arranger pour harmoniser les choses. Alors, plier dans le couple, pourquoi c'est toujours le même qui plie? Parce que c'est soit toujours le même qui est le plus intelligent, l'idée de l'hypocrisie, la diplomatie, ou bien parce qu'il y a une personne qui est programmée à plier, qui est programmée à accepter. Ça m'est arrivé, lorsque je travaillais pour Urgence Santé, d'aller chercher des personnes des maris, entre autres, qui s'étaient blessés en battant leur femme. Et puis, leur femme, elle était là, pauvre pitou, ça fait-tu mal, ça fait-tu mal? Il a cassé corps de vite en voulant donner un coup de poing à sa femme, puis il s'était coupé la main. Et puis, jusqu'à l'hôpital, c'est à cause de la civière, c'est fusionné à la civière. Et puis, ça fait juste pleurer pour le pauvre pitou. Le pauvre pitou, il est encore là. Pauvre pitou, oui, mon chéri, prochaine fois, je fais plus ça, mon chéri. Bon, elle n'a rien fait. Pourquoi c'est elle qui plie? Parce que c'est son plan du plier. Elle accepte de supporter cela. Elle en a besoin. La preuve, quand le bonhomme est en train de mourir, ben là, en train de broyer, pas qu'il meurt. Puis quand elle demande si elle veut porter plainte, elle nous dit « Quoi? » C'est ça. Elle en a besoin. Alors, ce qu'il faut comprendre, pourquoi c'est toujours le même qui plie, je répète, parce que elle est rusée, la personne, ou parce qu'il serait peut-être temps qu'elle commence à essayer d'expliquer à l'autre son point de vue. Puis si l'autre ne comprend pas, qu'est-ce que c'est que plier? Si on plie réellement, cela veut dire qu'on finit même par perdre son point de vue. Là, on vient de plier. Et ce n'est pas qu'un pli, c'est un écrasement. Mais si on finit par dire à l'autre, bon, OK, t'as raison, pour lui faire plaisir, puis que nous autres, on continue à penser ce qu'on est, mais on n'a pas plié. On est le maître de l'autre. L'esclave. Tu parles beaucoup de l'évolution et des freins, aussi initiation du couple qui se servent mutuellement d'enclume. Qu'advient-il de la personne qui est seule? Le solidataire. Tout à l'heure, j'ai expliqué que la personne qui était célibataire, la personne qui était seule, c'est parce qu'elle a son plan de vie, c'est parce qu'elle avait besoin présentement de solitude. Elle pouvait être empêchée par son travail, par son emploi, par ses chèques du bien-être peut-être. Elle peut être empêchée par la poste, n'est-ce pas, qui mène pas les chèques à temps. Elle peut être empêchée par différents phénomènes de la vie qui ne nécessitent pas encore le phénomène de l'enclume du couple. Elle peut aussi être empêchée, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas être empêchée d'évoluer parce qu'elle n'évolue pas à un rythme dangereux. Pour elle. Qu'est-ce que c'est un rythme dangereux?
C'est pas le rythme collectif. Certains évoluent mauditement plus vite que d'autres, mais ils évoluent à un rythme qui n'est pas dangereux pour eux et qui serait abominablement dangereux pour les autres. Or, qu'est-ce qu'elle a? Il n'a aucun problème. Si à un moment donné, il évolue plus vite, qu'est-ce que son ego peut évoluer? C'est-à-dire que si elle se conscientise plus vite que la négoïsation, ben nécessairement, veut pas, elle commencera à avoir un frein, un enclume. La personne qui est seule, comme on a des personnes en couple, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils n'évoluent pas plus vite que ce qui est dangereux pour eux. Il y a des personnes ici qui sont en couple, qui font le programme être contrôleur. Est-ce que nécessairement ils chicanent régulièrement? Mais non. Parce qu'ils n'avancent pas plus vite que ce qui leur est imposé d'avancer. Mais lorsque l'humain veut aller plus vite, il n'avancera pas plus vite. Et c'est là que le frein commence à être appliqué. Comme le disait quelqu'un, les freins, de temps en temps, ça peut causer la vie. Hein? Bon. Les freins appliqués au bon moment sur un auto, ça cause la vie. Bon. C'est un peu la même chose dans l'évolution. Lorsqu'une personne est libre, lorsqu'une personne évolue à un rythme qui lui est propre, à un rythme qui n'est pas assujetti à une collectivité, nécessairement, elle n'aura pas de problème. Si la personne évolue trop lentement, elle devra souffrir un peu, c'est-à-dire qu'on va lui botter le cul, elle aura peur un peu, puis il lui arrivera des choses, on la forcera à se poser des questions, puis elle commencera à avancer. Bon. Avant, elle n'était pas consciente, avant, elle se foutait de tout, et puis à un moment donné, elle s'est fait ramasser par l'évolution. Conscient. L'humain évolue toujours. Mais à un moment donné, l'humain doit évoluer consciemment parce qu'il doit savoir ce qui lui arrive. Parce qu'il ne peut pas arriver, il ne peut pas penser, supporter la conscience de l'évolution expansive ou, disons, régressive d'un univers s'il n'arrive même pas à comprendre ce qui lui arrive à lui. Donc, pendant que l'humain évolue inconsciemment, il évolue, mais il ne souffre pas de l'évolution. Il souffre que la farine, il y a des fourmis dedans. Bon, OK. Il souffre d'avoir une crevaison. Il souffre que ses fleurs ne sont pas aussi belles que celles du voisin. Mais il ne souffre pas de l'évolution, il souffre de la condition émotive de sa vie. Il souffre d'une guerre comme ça. Et si tu le mets dans la guerre 3 ou 4 années de fil, il finit par s'habituer à la guerre. Pas si pire que ça, la guerre. Les Vietnamiens, on le sait. Après 35 ans de guerre, quand ils ont fini de se battre entre eux autres, ben, ils ont rentré en guerre contre la Chine. Bon, il fallait bien s'occuper un peu. C'est pas contre d'autres pays autour d'eux autres, puis ils recommencent un peu entre eux autres. Or, l'humain qui n'est pas conscient de son évolution, qui n'est pas conscient qu'il évolue, qui n'est pas conscient qu'il transite, il ne souffre pas de l'évolution, il souffre de souffrances bien banales. Pas pire. Comme c'est dans la jungle, on en a vu dans la jungle qui souffrait. Il souffrait parce que la tarentule sur son manche de râteau, elle ne devait pas s'en aller. Ben, il ne souffrait pas du donjon ou de la valeur de l'argent péruvienne. Vous savez qu'à l'époque, quand j'étais au Pérou avec Daniel, $1 canadien valait 17 000 quelques dollars péruviens. Alors, on a été millionnaires plusieurs fois ce mois-là. Et puis, on a même un de nos amis qui a fait la gaffe d'échanger 50 $ en dollars péruviens. Puis le banquier avait juste des 50 000. Fait qu'il est parti sur son sac à dos. Plein d'argent. Bon. Mais ça ne dérange pas les indigènes dans l'Amazonie. Ils ne souffrent pas de cela, eux autres. Donc, la souffrance n'est pas réellement souffrante tant que tu n'as pas conscience que tu souffres. Et lorsque tu as conscience que tu souffres, tu es maintenant dans une phase d'évolution consciente. Et puis c'est là que tu commences à te dire pourquoi moi, pourquoi pas les autres, puis à faire un paquet de conneries dans ce genre. Bon. L'humain évolue, l'humain transite, oui. Oui, mais ça arrête ça. Ça arrête dès qu'on a un discernement qui nous permet de voir ce qui se passe. Non, le discernement, non. Le discernement, ça va te permettre de pouvoir arriver à goûter la nuance entre un contact avec l'intelligence supramentale puis un contact avec la mémoire astralisée du monde planétaire. Les annales akashiques de toi-même et de ce que tu voudras. Quelque chose de mort, même si c'est une mémoire d'intelligence, ça reste que c'est de la mémoire. Elle te permettra d'être efficace, mais elle ne te conscientisera pas. Elle n'augmente pas ton potentiel d'énergie, elle te donne l'illusion. Ça va de soi, bon. mais à ce moment-là, les choses, ça veut dire qu'ils vont pas mal vite. Ben, les choses, ils vont à une vitesse folle, de plus en plus folle. Le discernement, celui qui discerne peut encore une fois souffrir, il peut encore être enclumé, c'est-à-dire qu'il peut avoir encore cet enclume. Mais il va souffrir moins longtemps, beaucoup moins longtemps. Ça dépend de son ego. Il y en a qui ont le discernement, puis ils sont là. Ah, ça, c'est supramental. Je le sais. Il y a de l'ego en masse.
Non. Donc, eux autres, ils vont continuer à avoir leur enclume. Un vrai discernement. C'est le vrai discernement. Toi, là, tu vas discerner mentalement, mais si ton ego est toujours là et ça n'égoïse pas, ça ne t'empêchera pas d'avoir l'enclume. L'enclume va être l'ego, c'est le poids de l'ego porté par l'autre. Et l'autre va... Tu projettes tes problèmes chez le voisin, puis le voisin te sert d'enclume. Lorsque tu n'as plus d'ego, il n'y a pas un être humain qui n'a pas d'ego sur la planète qui peut être enclumé. Il n'y en a pas. Tu es humble. En ce sens que si on te donne une claque d'en face, ça ne te dérange pas. On t'en donne une deuxième, ça ne te dérange pas. On t'en donne une troisième, t'as à bloc, puis tu réponds. Et ça, être humble, puis intelligent. Pas du humble cave, là. Bon. Tu es humble. Qui veux-tu qui vienne t'emmerder en couple ou pas en couple? Le bonhomme, la bonne femme, il fait un chicaner. Ça te dérange pas. Niet, capoute. Tu manges ton bol d'épinote de la même façon, ça change rien. Bon, M. Gilet! Attends là. Tu continues à regarder en vidéo. T'es humble. Pas souffrir. Là, on revient, elle est morte. Moi, choisir mieux la prochaine fois. On prend des nous-mêmes, on va pas me supporter. Personne. T'es humble. Hey, Daniel, c'est l'apocalypse, il vient d'être déclaré. Ah ouais? T'as prévu, je pense, hein? À ce matin qu'on en parle. T'es humble. Pas te déranger. Ah ouais, tu peux mourir. Ah ouais, c'est sûr. Puis après, il y en a qui meurent en temps de paix, il y en a qui meurent en temps de guerre. Franchement, il faut pas paniquer parce que c'est la guerre, hein? On meurt autant en temps de paix. T'es humble. Qui c'est veux-tu qui vienne te faire promener? Personne. Étant nécessairement humble, intelligent, nécessairement tu auras un contact avec l'instantanéité qui te placera toujours là où tu dois être au bon moment. Ce qui fait que l'apocalypse, tu n'en verras jamais passer. Tu vas en entendre parler, tu vas du monde courir. Tu sais, il y a du monde qui part de là et qui court pour aller là-bas. Là, tu peux te dire, moi, une bombe va tomber là-bas et ils vont tous. Ben oui! Tout est humble. Fait qu'ils s'en vont tous là, ils s'en vont là de bord. L'armée n'est pas folle, elle tire pas des déserts. L'humain qui vit seul, l'humain qui avance seul, l'humain qui avance en couple, l'humain qui vit donc avec une autre personne, n'a pas besoin d'être enclumé. Sauf que lorsqu'il a trop d'ego et qu'il a cette possibilité de contact, qu'il a le discernement ou qu'il n'a pas le discernement, nécessairement, il s'avance vers une confrontation entre ses mémoires planétaires et la réalité cosmique. L'humain qui dit « Oui, mais moi, je veux rencontrer Dieu! » Pauvre cave! Tu peux pas rencontrer Dieu, tu es Dieu, bout de plug! Tu peux pas te rencontrer toi! Marche en planète, m'a rencontré Daniel Kem, je suis sûr. Un jour, tu vas voir un miroir, tu vas dire « Sac, c'est lui! » Puis lui, en même temps, il va dire « Sac, c'est lui! » Hein, les deux dans le miroir, ils vont se pointer en même temps, puis ils vont bafouiller la même affaire. Là, tu vas dire, hey, il m'a reconnu. Puis l'autre dans le miroir va dire, hey, il m'a reconnu, hein, en même temps. C'est ça, un miroir. Puis l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Ben, l'humain est devant lui, sauf que ce qu'il voit devant lui, c'est une projection de lui, donc une illusion, une farce monstrueuse, puis il se met à l'adorer. Il s'adore l'humain. Mais vu qu'il met un autre nom, ben, il se dit qu'il a besoin de l'autre, puis etc. L'humain recherche Dieu. Alors, comment veux-tu qu'un être humain, à un moment donné, qui a de l'ego, finisse par être capable d'entrer en contact avec la réalité? Son propre esprit. Tu peux pas. Tant que tu as de la mémoire à venir opposer à cela, tu ne peux pas. Oui, mais Dieu, c'est partout. Ben, c'est dans toi. Dieu, c'est parfait. Ben, t'es parfait. Ben non, l'homme n'est pas parfait. Ben, Dieu, il est pas parfait. Ah oui, Dieu est parfait. Ben, t'es parfait. Ah oui, non, là, il est pas parfait. Ben, tabarnouche. Tant qu'il est pogné avec ces maudites mémoires-là, toute une paquet de traditions intelligentes à l'époque, intelligentes encore pour beaucoup d'humains, mais tant que t'es pogné avec tout ce carcan mémoriel, comment veux-tu arriver à toucher la réalité? Bonjour Dieu! Tu sais, il y a 1 million de mains à serrer, tu sais. Je sais pas comment il note bon Dieu. Peut-être qu'il serre avec la main gauche, peut-être qu'il serre avec le pied, tu sais pas. Tu sais, Dieu, il ressemble à quoi, Dieu? Tu sais, Dieu, il est noir de couleur, hein? Tout le monde sait ça, tu sais qu'il y a une peau noire. Et puis là, tu te promènes sur la rue dès que tu rencontres Dieu. Tu te présentes à toi, puis il dit quoi?
Ben, l'humain a toute sa tradition mémorielle, son carcan. Il y en a beaucoup qui attendent le retour du Christ. Tu sais, il y a un bonhomme ressemblable à la peinture qui est là-bas, qui devrait arriver, je sais pas comment, sur la planète Terre, puis elle dire au monde, voilà, je suis là. Il y a plusieurs qui l'ont essayé, là, hein, qui te parlaient dans tous les journaux, la télévision, dans la tête de tout le monde. Puis évidemment, ceux qui ne l'entendraient pas, c'est des caves. Remarquez qu'il y a un beau petit paquet de caves ici. En tout cas, parce qu'ils l'ont pas entendu, moi non plus d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Maitreya, qui s'appelait, bon. Alors, on a des bonhommes, des bonnes femmes, à un moment donné, qui vont arriver sur le plan planétaire et puis qui vont faire quelque chose dans le monde. Mais le monde, pendant ce temps-là, attend quelque chose d'autre dans le genre du Nazaréen. Et c'est pourquoi le premier qui va venir sur la planète va être un antichrist. Anti-concept de ce que c'est que le Christ. Puis le plus puissant des antichrists va être le Christ lui-même, c'est évident. Tu vois-tu, toi, le Christ, tu rentres dans une église, c'est yo! Tout là, chut! Il prie un crucifix. Tu vas laisser faire ça, toi, si c'était le Christ? Là, tu vas dire, ben non, ouais, il m'a fait un paquet de miracles. Tout le monde s'attend à ce que le Christ revient, va guérir tout le monde. Faut qu'on le reconnaisse. Oui, tu sais, c'est qu'il a fait crucifier parce qu'il a fait ça. Pratique illégale de médecine. Tu comprends? En tout cas. Là, aujourd'hui, il va recommencer à faire ça. L'humain est problémisé, c'est-à-dire que l'humain a comme problème son bagage mémoriel. Tu parles de discernement. Le discernement, c'est de distinguer une saveur. Mais ça ne veut pas dire que dans cette distinction de saveur, tu n'opposeras pas ta mémoire pour pouvoir la vibrer, la ramasser ou t'en énorgueillir. Alors le discernement n'empêche pas la souffrance de la transition. C'est la compréhension, premièrement, des mécanismes de la transition, hein, le fait de l'enclume. Ton corps peut devenir un enclume si tu avances trop vite. Ta job peut devenir une enclume si tu avances trop vite. Ta religion peut en devenir une si tu avances trop vite. Ta femme, ton mari ou tes enfants peuvent devenir des enclumes. Tu peux toi-même psychologiquement te faire ramasser, te faire charrier, puis toi-même te enclumer. Et ça, on ne peut pas dire, oui, mais ma femme, c'est elle qui est l'enclume, donc yark. Non. C'est la projection du poids mémoriel que tu mets sur elle qui l'enclume, pas ta femme, pas ton mari. Mais présentement, dans le contexte de l'homme, la femme ou le mari devient un enclume. Celui qui est solidataire, c'est le même phénomène. Il rencontrera s'il va plus vite que ce qu'il doit aller, donc s'il souffre de l'orgueil de l'évolution, s'il veut voir ce qu'il ne peut pas voir, s'il essaie de jouer avec des feux qu'il ne peut pas toucher, ben nécessairement, il aura des enclumes. Il ne comprendra pas, il broyera, il souffrira. Lorsqu'il décidera de cesser de se prendre au sérieux, lorsqu'il décidera d'accepter les choses comme elles viennent, tu ne peux pas comprendre, comprends pas. Alors pose-toi la question, tous les semaines, attends un petit 5 minutes, si la réponse vient pas, continue à aller tes astérix. Continue à vivre. Je devrais-tu lâcher ma job? Non, ben je lâche pas ma job. C'est simple. C'est simple. Je devrais-tu lâcher? Oui, là, tu sais que c'est peut-être un peu tactique, tu sais, ça s'en vient. Mais l'humain, il réfléchit. Il ne faut pas qu'il réfléchisse. Tu poses une question, réponds tout de suite. La réponse, elle n'est pas venue. Oublie la question, fais-toi pas avoir par le jeu d'astral, tu ne pourras pas discerner. Dois-je, ne dois-je pas, je te repose la question une autre fois. Sinon, tu es sûr que tu vas être fait ou tu devras passer immensément d'énergie temporelle et corporelle à faire marcher ce que tu appelles ton cerveau pour arriver à donner une idée, une solution à peu près correcte. Mais tu ne dois pas te poser trop de questions. L'humain n'est pas capable de supporter le poids de ces questions. Pose la question, la réponse, si tu l'as, n'est pas là, c'est réglé. Alors, pose-la dans 1 heure, la réponse, c'est réglé. Réfléchis pas. C'est tellement simple. La personne, elle va dire, oui, mais si je ne réfléchis pas pendant tout, je n'aurai jamais rien. Mais c'est évident, parce que tu poses la question, puis tu réfléchis sur comment la réponse va arriver. Tu n'auras pas de réponse. L'enclume, il apparaît lorsque c'est nécessaire qu'il apparaisse. Ça veut dire que tu évolues plus vite que ce que ton ego peut supporter. Tu risques de découvrir des choses qui devront te changer alors que ta mémoire va tout faire pour l'empêcher. Pour éviter qu'il y ait une guerre hyper massive chez toi, on te met un petit enclume que ton ego trouve mauditement problématique.
mais qui finalement est un mot à dit bon point pour l'évolution. C'est génial. Les freins, ça ajoute du poids sur l'automobile. Ça fait qu'elle va moins vite, elle consomme plus d'essence. La peinture puis l'anti-rouille, ça ajoute du poids. Ça ralentit le taux et puis ça augmente la consommation d'essence. Alors, je te dis, c'est un maudit problème, on clairait les freins, clairer la peinture, clairer l'anti-rouille. Tu vas rouler un petit peu plus vite, tu auras un petit peu plus d'économie d'essence. Si tu as arrêté, tu vas arrêter quand tu vas frapper l'objet, puis ça va rouiller très rapidement. On fait des courses de bateau. On ôte même les chandeliers, les garde-fous de bateau, pour ôter du poids. Et quand le gars s'accote dessus et qu'il n'y en a pas, il tombe à l'eau. Ça ôte encore du poids. Mais c'est pas nécessairement le but recherché. Alors, le petit enclume, ben, tu sais, on se plaint pas, on chiale, parce que je mets le mot enclume. Le mot enclume est chiant, mais c'est effectivement chiant de fonctionner avec un enclume. Sauf que tant que l'être humain ne comprend pas le phénomène de la négociation, il aura un enclume. Quand il sera écœuré d'être écœuré d'avoir un enclume, ben, il finira par se dire, bon, il m'a évolué à mon rythme. Simple. Mais tant qu'il se dit, oui, mais moi, j'aimerais ça avancer plus vite, il va avoir un enclume. Oui, mais je veux comprendre, il va avoir un enclume. Puis quand l'humain va dire, moi, je veux comprendre, tu sais, mais si je comprends pas, je m'en fous. Parfait, plus d'enclume. C'est bien simple. Si j'ai bien compris, dans le couple, un des deux fait l'initiation solaire et l'autre l'initiation lunaire. Est-ce que nous pouvons faire l'initiation inverse et évoluer ensemble? Attention, la personne est le ramasser ailleurs qu'ici. Dans un couple, non mais tout à fait, elle a mélangé les petites choses, c'est bien. C'est bien qu'elle pose la question. Dans un couple, on est un couple ensemble, c'est pas? C'est la femme. J'ai même la chaise. Ah oui, effectivement, de la chaise de la femme ou de la chaise de l'homme. Bon. Dans le couple, il est mon enclume. Initiation lunaire, initiation solaire. Sauf que dans son monde à lui, je suis l'enclume. Et par rapport à son initiation solaire, je suis l'initiation lunaire. Bien comprendre cela. Nous sommes pareils, mais l'un pour l'autre pareils, mais inversés comme dans un miroir. Je suis son enclume, il est mon enclume. Alors, il n'y a pas un de l'autre qui lui plus à l'autre. On collabore, mais on ne le sait pas. Parce que si on le saurait, on ne voudrait plus collaborer. Parce qu'on aurait le feeling émotif de ce phénomène. On dirait, oui, mais c'est stupide. Entendons-nous donc, OK? On s'entend, bon, bien, ma secte. Ça ne marchera pas. Donc, ici, on parle d'initiation lunaire et d'initiation solaire. Ben, effectivement, il y en a un qui avance plus rapidement et l'autre sert de frein. Mais l'autre avance dans d'autres milieux. L'homme, c'est comme un tronc d'arbre qui descend une montagne. Il évolue comme un tronc d'arbre qui déboule une montagne. Lorsqu'il déboule la montagne, il frappe une roche ici, le tronc d'arbre se tord. Alors, il y a un morceau du tronc d'arbre qui avance plus vite en avant que l'autre. Sauf que ça évolue, tout chez moi, l'homme évolue en même temps, mais il y a un morceau qui va avancer apparemment plus vite, c'est-à-dire qu'il va pénétrer de nouvelles frontières avant le reste. La femme, elle descend comme un tronc d'arbre, elle, puis c'est un autre bout, elle frappe une roche, fait qu'il y a un autre bout qui avance. Alors, l'homme, par rapport à son bout qui est avancé, il trouve la femme drôlement arriérée. La femme, par rapport à son bout qui est avancé, elle trouve le bonhomme drôlement arriéré. Et c'est la partie ici, chez l'homme avancé et chez la femme reculée, qui sert d'enclume à l'autre. Et vice-versa. L'être humain évolue convenablement. Dans le couple, il y aura, à un moment donné, si l'un des deux est plus orgueilleux dans son évolution que l'autre, ben l'autre servira d'enclume. L'enclume, c'est normalement la partie la plus harmonieuse du couple. C'est la partie la plus stable, c'est la partie la plus écologique du couple. L'enclume. Bien évidemment, pour celui qui se fait enclumer, l'enclume, c'est la merde. Pourquoi c'est la partie la plus stable du couple, l'enclume?
Parce que c'est celle qui ne veut pas se gorocher la tête dans les nuages. C'est celle qui reste terre à terre. Ça nuit pas à l'autre. Ça sauve l'autre. Et les deux sont les enclumes pour les deux. Il n'y a pas un qui est l'enclume de l'autre, et puis l'autre qui est beau, parfait, et puis. Non. Remarquez ceci. Il y a des personnes qui viennent en conférence ici, et pendant qu'ils sont ici, l'autre moitié du couple est à la maison, dans une taverne ou quelque part. Il y en a qui souffrent en maudit, chez eux ou ailleurs, que leur moitié soit ici. Alors, ceux qui sont ici ont comme enclume l'autre qui n'a pas voulu venir. Mais l'autre là-bas, pendant ce temps-là, il est pogné en maudit parce que son enclume est ici. C'est simple. Lorsqu'on arrive à le comprendre, on va dire, oui, moi je le comprends, mais j'ai voulu y expliquer, mais il ne comprend rien. C'est normal, c'est un enclume. Voilà, on comprend. La conférence, elle ne s'adresse pas à celui qui n'est pas venu, elle s'adresse à ceux qui sont ici. Alors, il ne pourra pas comprendre. L'autre personne, il ne pourra pas comprendre. Le nourrisson pleure pour qu'on lui transforme une réalité déplaisante. N'est-ce pas ce que tout être humain fait et uniquement fait? Dépense-t-on une quelconque énergie pour faire autre chose qu'influencer la réalité pour qu'elle s'adapte à nous? Le nourrisson ne pleure pas pour qu'on transforme une réalité qui lui est déplaisante. Le nourrisson, il pleure parce que les parents humains présentement ne sont pas assez intelligents pour savoir quand c'est le temps de savoir ce que le nourrisson a besoin pour continuer à vivre. Lentement, le nourrisson apprend évidemment égoïquement, il accumule de la mémoire, il découvre le confort, étant donné qu'il est construit mémoriellement comme les parents. Il finit par comparer la réalité à ce qu'il a dans la mémoire. La première fois qu'il est mouillé, il ne pleure pas. Si on l'assèche physiquement, il se sent mieux. La deuxième fois qu'il sera mouillé, il risquera de pleurer. Il pleure lorsqu'il a faim. Il ne pleure pas parce qu'il a faim. Lui, il ne sait même pas qu'il pleure. Sauf que l'instinct fait que lorsque le stimuli gastrique apparaît, nécessairement, il n'instruira pas le cerveau, il va engendrer le pleur, parce que les parents humains ne sont pas encore suffisamment intelligents pour savoir que l'enfant a faim. Donc, si l'enfant broye, ben là, ils vont se dire, il y a un problème. T'as mal aux dents quand les dents sont carriées, mais est-ce que si t'aurais pas mal aux dents, tes dents carrieraient, disparaîtraient, puis tu ne saurais jamais. Dans le contexte de l'humain normal. Alors, si l'enfant pleure pas et qu'il a faim, ben il y a bien des enfants qui vont mourir de faim. Alors, l'enfant ne pleure pas parce qu'il a faim. Il pleure pour dire à la mère ou au père, nourris-moi. Mais c'est pas l'enfant qui fait ça. C'est de l'instinct. C'est-à-dire que c'est la petite partie d'intelligence pluguée dans la mémoire génétique du monde vital, l'énergie intratomique qui constitue la mémoire atomique, qui constitue la mémoire moléculaire, qui constitue la mémoire formique, le corps, qui connaît ce phénomène. L'enfant, lorsqu'il mange, ben, il avale, il n'a pas besoin de savoir. Ça digère là-dedans, puis après ça excrète, c'est parfait. Alors, quand il a faim, ben, ça broye, c'est aussi parfait. L'homme pense que quand il a faim, il souffre et il pleure parce qu'il souffre. C'est faux. Il y a deux pleurs à un moment donné chez le nourrisson. Lorsque le nourrisson commence à s'égoïser un petit peu, il y aura un pleur manipulatif, un pleur de souffrance psychologique. Et il y aura le pleur qui est sa communication. Moment, j'ai faim. Mais tu sais, à trois semaines ou à 3 mois, moment, j'ai faim, c'est pas choix. On peut pas faire autrement. N'est-ce pas? Ce que tout être humain fait et uniquement fait. Changer des réalités qui leur sont déplaisantes. Une réalité n'est pas déplaisante. Une réalité est une réalité. Ce qui est déplaisant, c'est la perception de la réalité, pas la réalité. Tu n'aimes pas les chênes, les arbres qu'on appelle le chêne. Est-ce que le chêne est déplaisant? C'est une réalité déplaisante. C'est la perception que tu as du chêne qui te déplaît, et non pas le chêne. Trouver une chose belle ou laide, c'est la perception que nous trouvons belle ou laide, et non pas la chose. Et l'humain, qu'est-ce qu'il fait l'humain? Eh bien, la perception, il l'accrédite, mais à 100%, et il déclare que la chose perçue est égale à la perception.
Exactement, comme lorsque tu disais Montréal, Québec. Faut que j'aille à Québec mardi. Mardi dans 2 semaines. Crime, j'ai juste le temps, faut que je me prépare. Tu vas là à cheval. La perception, c'est évident que c'est loin. Mais quand la perception change, tu vas là en avion, en 15 minutes. C'est pas loin. Mais Québec est resté Québec. La distance est restée la même maudite distance. Montréal est resté la même chose. La perception a changé. On est dans la salle ici, je demande à Daniel d'aller me chercher quelque chose là-bas, il va y aller, il va revenir. On passe 3 mois sur un voilier de 30 pieds. C'est plus petit qu'ici. Et je suis assis sur la poupe avec Daniel, et puis je lui demande d'aller chercher quelque chose à la poupe. Il ne voudra pas y aller, c'est trop loin. Après 3 mois, les distances deviennent incommensurables. 3 pas sur le bateau, c'est comme faire 300 000 sur la Terre. Mais rien n'a changé. La perception, elle a changé. Et l'homme vit de la perception plutôt que de la réalité. La perception, elle est mémorielle. Et l'homme vit de la mémoire. Dépense-t-on une quelconque énergie pour faire autre chose qu'influencer la réalité pour qu'elle s'adapte à nous? La réalité ne s'adapte jamais à l'homme. L'homme, à un moment donné, a la facilité ou l'habilité à se servir des probabilités de la réalité pour pouvoir harmoniser son contexte à celle-ci. Il appelle cela adapter la réalité à lui ou s'adapter à la réalité. Et lorsqu'il neige, il neige. On n'aime pas la neige, il n'y a rien à faire. C'est la perception de la neige qu'on n'aime pas. Si on vient au monde dans un pays nordique où on apprend à faire du ski et à jouer avec la neige, on aimera la neige. Si on vient au monde dans un pays où la neige est plutôt... La neige, il pleut. Et dans la pluie, il neige. Ben, tu finis par haïr la neige, puis la pluie, t'as pas le choix. Tant que tu restes humainement humain. Parce que il annonce la neige. Il va neiger. Yeah! Sors dehors, puis il pleut. Faut que tu t'adaptes à la réalité. Tu refuses de ta mémoire. Ils ont dit qu'il neigerait. Tu as commandé 2 bordées de neige à Dorval. Ils ont dit qu'il neigerait. Puis il pleut. Puis là, on maudit les météorologues, comme si c'était de leur faute. Ah oui! Ils nous ont dit ça, puis c'est pas ça. Ils sont pas trop stables. Voyons donc, la météorologie, c'est une science. Une science, c'est jamais juste. Donc, nécessairement, ils se trompent. Mais c'est pas des prophéties qu'ils font. Mais l'humain s'attend à ce que ce soit ça. Ils ont annoncé ça. Ils sont encore trompés. Franchement, ils sont pas trompés. Les nuages de pluie s'en allaient là, puis ils changent de bord. Bon, Christy, là, il peut pas prévoir ça. T'sais, ils font la météorologie sur la planète Terre, puis dans le Sahara, il s'est mis à faire chaud. Il y a eu un petit problème volcanique sous-saharien. Ça a déclenché une montée de chaleur. La chaleur réchauffe l'air monté à des airs, ben ça fait un vide. Donc l'air froid se garoche pour combler le vide. Ça crée les vents. Puis nécessairement, ben ce nuage-là, ben il finit par être attiré par le vent qui se dirige vers le Sahara. Fait qu'il vire de bord. Puis il pleut pas. Puis le monde chiale. Ben non, il pleut où ce que ça ne devait pas pleuvoir. Puis le monde chiale encore. Ils sont trompés. Mais ils ne sont pas trompés. On est programmé. On décide qu'on se fie à quelque chose que l'on sait qui se trompe souvent. La seule fois qu'il ne se trompe pas, c'est quand il prévoit de la pluie, nuageux, probabilité d'averse, de grêle, un peu de neige en fin de soirée. Là, on est à peu près sûr qu'ils vont avoir raison. C'est plus juste. Alors, l'humain n'adapte pas la réalité. L'humain finit par être harmonieusement confronté à la réalité. Et à travers cette confrontation harmonieuse, qui est de l'équilibre parfait, l'humain a la perception de la réalité qu'il compare à la perception de ses désirs émotifs, donc il compare à la perception de ses mémoires. Puis là-dedans, il souffre, il pète, il broute, il chiale, puis il maudit l'univers. Mais il se passe ce qui se passe. Il n'y a rien à faire. Les parents ont-ils le pouvoir ou bien peuvent-ils être manipulés à induire un gros écho chez l'enfant? Que peuvent faire les parents pour que l'enfant n'amasse pas l'asphalte derrière lui? Faites le marché des chemins de terre.
Les parents ont-ils le pouvoir ou bien peuvent-ils être manipulés à induire un gros égo chez l'enfant? Ça va se voir. La majorité de la problématique de l'enfant nouveau, c'est que souvent les parents sont tellement anciens qu'ils refusent le neuf, et comme l'enfant nouveau est du neuf, ils refuseront même l'enfant. Refusant l'enfant et ayant le concept qu'en tant que bons parents, ils ne peuvent pas refuser leur propre enfant, alors ils vont essayer de transformer un coup de hache s'il le faut. La hache pourra être l'éducation, la morale, la culpabilité, tout cela. Ils essaieront de transformer l'enfant pour le cadrer dans ce que devrait être un enfant normal. Normal, mais plus naturel. Donc ancien. Alors, à travers cela, l'enfant se suicidera, l'enfant viendra fou, l'enfant fera des fugues, ou bien non, l'enfant finira par avoir un gros égo, il finira par apprendre à manipuler, il finira par apprendre à se défendre de ses parents, et ses parents seront pour lui une représentation de l'humanité. Donc, il finira par trouver tous les adultes arriérés, et bien souvent, même les enfants qui acceptent le joug de l'adulte, ceux-là aussi, il considérera arriérés. Et l'enfant développera un gros égo parce qu'il ne sera pas sur un chemin intéressant pour lui. Alors finalement, s'il accepte de vivre, c'est qu'il aura suffisamment d'ego pour aimer la vie dans la merde, et il deviendra un tyran. Un tyran, un patron débile, un démoniaque militaire, il deviendra quelque chose. Si par contre l'enfant est bien paramétré, même si les parents ont de la difficulté à accepter la nouveauté, c'est-à-dire l'expression d'intelligence instantanée, souvent chez l'enfant, ben, les parents sont capables quand même d'accepter, sinon pour eux, du moins pour lui, les choses neuves, l'enfant risque fortement de ne pas développer un trop gros égo. Du moins, ce sera un égo qui sera juste parfait pour obliger l'évolution d'un plan mental et qui par la suite pourra être anégoïsé par l'intelligence supramentale lorsque l'enfant aura un contact avec lui-même, avec son esprit, et l'enfant créera un double éthérique. Alors, pour que l'enfant naisse, ne masse pas l'asphalte derrière lui, il faut obligatoirement être des parents qui commencent à laisser un peu d'asphalte parce que l'enfant doit quand même copier. L'enfant, dans sa première phase de l'évolution, même l'enfant nouveau, doit avoir un corps physique qui doit rendre fiable. Il doit développer un corps vital qui va lui permettre une croissance en santé. Il doit développer un ego, donc énorme, pour recevoir les personnalités réincarnatives qui vont le constituer. Il doit avoir des désirs de l'émotion. Il doit souffrir un petit peu pour désirer ne plus souffrir. Désirant ne plus souffrir, il va lentement vouloir légiférer son expérience. Il va donc développer le plan de l'intellect. Développant le plan de l'intellect, il va induire le plan mental. Et le plan mental est le seul plan qui peut entrer en contact avec le plan supramental, c'est-à-dire l'esprit, l'intelligence instantanée. Lorsque cela est fait, l'esprit va maintenant engendrer le processus d'anégoïsation, c'est que tout le monde va vivre aussi. Et l'enfant va devenir un enfant nouveau, réel, c'est-à-dire qu'il va devenir un homme nouveau ou une femme nouvelle. Donc l'enfant, dans certains cadres, peut développer un ego extrêmement dangereux, et dans d'autres cadres, il peut suffisamment s'anégoïser. Comment abandonner l'asphalte? Ne prenez jamais de photos de votre enfant. Ne prenez jamais de photos souvenirs de vos voyages, sauf si vous pourriez instruire d'autres personnes, et pas pour triper émotivement les regarder. N'ayez pas peur de jeter votre vieux linge. Ne tombez pas en amour avec une chemise, une paire de culottes ou une paire de souliers. Parce que l'enfant fera la même chose. Les vieilles jeans crottées que vous voulez jeter depuis un an, il conserve, il cache, vous voulez jeter, il ramasse. Changez de temps en temps le mobilier, la couleur de maison, la disposition, voyagez, prenez des vacances ou dans des endroits différents. Acceptez le neuf. Vantez-vous pas de rester dans cette maison-là depuis 25 ans. Si vous êtes propriétaire, on comprendra un peu, mais locataire, déménagez de temps en temps. C'est pas mauvais pour oublier le passé et pour changer d'air. C'est pas mauvais. Et lentement, on finit par avoir un enfant qui accepte le neuf, qui accepte de foncer, mais qui suit. Parce qu'il comprend l'intelligence de la chose, puis en plus, pendant l'époque où il ne pouvait pas comprendre l'intelligence, ben, il aura eu l'expérience de l'intelligence. Il aura vu faire ça. Pour annoncer la conférence à la radio, il était question des maladies qui affecteront les non-transitifs et ce qui adviendra d'eux. Pouvez-vous élaborer? Bien, certainement. Les personnes qui ne sont pas transitifs, il y a l'homme nouveau ou l'homme ancien. Je parle nouveau, puis ancien. L'homme nouveau, là, va être malade,
il n'est pas transitif. L'homme ancien, par contre, qui refuse la transition, est un être humain qui souffrira d'un maudit paquet de maladies idiotes, dont toutes les maladies karmiques planétaires. Il souffrira évidemment de certains cancers. Il pourra souffrir de la grande majorité des maladies vénériennes. Il refuse la transition, et on lui battra le cul, c'est ce que je veux dire, pour qu'il avance. Il souffrira de tuberculose, il souffrira de sida, il souffrira d'un paquet de maladies de ce genre, mais il souffrira aussi de tous les phénomènes neuroniques, de perte de mémoire. C'est-à-dire que l'homme transitif peut perdre la mémoire à un moment donné lorsque les neurones sont en train de se reprogrammer, mais l'humain qui refuse obstinément ces choses sera assujetti à perdre la mémoire par disconnexion axionique entre les neurones. Cela veut dire que, veut pas, il aura des pertes de mémoire. Il souffrira d'un paquet de maladies. Oh, certains vont dire, oui, mais moi, je souffre déjà un peu de ça, pourtant, je suis transitif. Oui, les transitifs, c'est un petit moton, mais il y a tout le reste complet qui ne veut rien savoir. Il souffrira de toutes les maladies qui ne peuvent pas être diagnosticables par la médecine. Et ça, c'est le gros problème, c'est que de plus en plus, l'humain sera atteint de maladies qui ne seront pas diagnosticables par la médecine. Alors, tu seras malade d'un paquet de choses, mais on ne saura pas ce que tu as. Tu n'auras rien. On va te donner des bonbons en sucre, un peu les pilules, on t'a fait payer assez cher pour que tu sois bien convaincu que c'est des pilules. Et puis, on va se souvenir comme ça. Alors, il y a énormément de maladies de ce genre qui vont paraître, c'est-à-dire que l'être humain aura des maladies, genre de maladies. Bon, c'est pas les prophéties, il y a déjà du monde qui sont en train de tuer. La prophétie, j'étais ça. Il y a des êtres humains qui sont en train de se une perturbation de la vue par intermittence. Tu vois clair, tu vois plus clair, tu revois clair, tu vois bizarre, tu penses que c'était vers le contact, t'es nettoyé, tu mets des lunettes, ça recommence, ça vient, ça disparaît, il y a des choses. Il y aura la perte de mémoire, ça va de soi, il y aura des tics nerveux qui vont apparaître chez l'individu, qui vont disparaître et réapparaître. Il y aura des transformations corporelles, c'est-à-dire qu'il y aura des émissions d'odeurs particulières, il y aura des émissions endocriniennes qui vont amener de l'hypertension qui ne sont pas diagnosticables, de l'hypotension non diagnosticable, des angines de poitrine qui ne sont pas électrocardiogrammisables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de son de QRS particulier sur la lecture de l'électrocardiogramme. Il y aura des problèmes au niveau de la dentition et des personnes qui auront même une maladie assez intéressante, celles où ils verront leur carie s'en aller. Bon, il y a des personnes présentement dans les pays un peu plus évolués qui, à 80 années, ont vu des dents de l'air réapparaître, des dentitions s'en faire, des choses qui se font de temps en temps. Mais il y aura des êtres humains qui verront cela. Mais ils se feront ramasser par des problèmes osseux au niveau des mâchoires. Il y a un paquet de choses qui apparaissent, qui sont déjà perçues par l'humain. Le gros problème est un problème endocrinien, nerveux, neuronique. C'est-à-dire que l'humain qui résiste énormément va de plus en plus être confronté à ne pas pouvoir dormir, à ne pas pouvoir se relaxer, à ne pas pouvoir être calme, à ne pas pouvoir être heureux, à ne pas pouvoir aimer la vie, à ne pas pouvoir aimer la mort. Hein? La vie est une garce, mais la mort est une pute. Ce qui fait que comment vous choisir? Elle est rendue là. Alors, ces humains souffriront donc d'un stress, d'une déconnexion totale avec leur ajusteur de pensée, d'une déconnexion totale avec eux-mêmes, avec leur propre identité. C'est une maladie qui n'est pas nécessairement biologique, mais qui aura des correspondances biologiques. La personne finira par être mal partout, par être mal dans son corps, par être mal dans son linge, par être mal dans sa maison, par être mal à peu près partout sur la planète. Elle prendra des médicaments pour atténuer sa douleur, elle prendra des médicaments pour la faire dormir, elle prendra des médicaments pour la relaxer musculairement, elle prendra des médicaments pour réglementer son phénomène hormonal. Et puis, lentement, non seulement elle s'assujettira à ces médicaments en tant que drogue, mais ces maudits médicaments ne pourront pas lui amener ce qui lui amenait, donc il va autrement dire empirer dans sa maladie. Les médicaments qui lui amenaient des solutions ne marchent plus. Mais si elle ne les prend plus, elle vient pire. Il faudra qu'elle les prenne et qu'elle en additionne d'autres. C'est intéressant pour l'économie pharmaceutique, mais c'est le genre de maladie qui attend celui qui va résister à la transition. Tant que l'être humain n'est pas conscient, il est malade, cette résistance, mais une maladie bénigne. Parce
Lorsque l'être humain devient conscient de la transition, mais qui veut absolument rien savoir, celui qui s'attache inconditionnellement aux traditions au nom du fait qu'elles sont traditionnelles. Vous savez, la parole de Dieu, la parole, ça s'entend, ça ne se lit pas. Alors, lorsqu'on a la parole de Dieu dans un livre, faire bien attention. L'être humain qui s'attache, parce que la parole de Dieu, elle était traditionnelle, la communication se faisait oralement à l'époque. Ce qu'on a commencé à l'écrire, c'est qu'on a commencé à cristalliser quelque chose qui se devait de changer. Pourquoi on l'a écrit? Tant que c'était oral, ben on le communiquait. Hein? Tout l'Ancien Testament, c'était oral. C'était pas écrit, ça. Le Nouveau Testament, il a été écrit, le premier évangile est sorti 93 ans après la disparition du Nazaréen. C'est donc compté oralement pendant un bout de temps. Et tant que c'était oral, c'était vivant, sauf que l'humain altérait ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'il restait soumis à l'évolution, à l'adaptation améliorative de l'expression orale d'une vieille tradition. Donc, dans une communication orale traditionnelle, les lois pouvaient changer. Mais si on décide de les implanter dans la matière et de les écrire, ça ne changera plus. Fini. Et puis à la fin de ce livre, on met que celui qui va changer un iota de ce qui est dedans sera confiné à souffrir et l'humain. Et puis après ça, on se ramasse avec différentes traductions de la Bible. Toutes différentes un petit peu les unes des autres, avec toutes la même chose à la fin. Change pas un iota dedans. Mais voyons donc, c'est non traduit, ils ont déjà changé. Alors l'humain qui reste assujetti à ce genre de phénomène karmique mémoriel ne peut pas arriver à vivre le neuf. Il va donc être malade, être pogné, il va résister, il va se rendre compte que Dieu semble l'abandonner. Dieu ne l'abandonne pas, Dieu y marche, c'est lui une cave qui reste attaché en arrière après les pas que Dieu laisse. Dieu ne l'abandonne pas, c'est l'homme qui abandonne son Dieu. Alors, en ce qui concerne les maladies, ben, ce sont surtout ce genre de maladies, des maladies qui vont être abominables psychologiquement parce que l'humain ne pourra pas accepter la mort, l'humain ne pourra avoir de difficultés à accepter la vie. Puis la science médicale va pouvoir le soulager pendant un bout de temps, jusqu'au jour où ça va recommencer. Comment adoucir la transition en couple avec des enfants, par exemple, et ce, de façon concrète? Bon, ça dépend de l'âge des enfants. Dimanche dernier, j'ai donné une conférence, vivre avec l'enfant nouveau. Il y avait des exemples, enfin, les personnes, on était assis, cercle ici, là, quelque part dans le salon, et puis on pouvait poser des questions plus oralement. Et il y avait des exemples concrets. Ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend du sexe de l'enfant, ça dépend si les nouveaux ou anciens, ça dépend si les transitifs, ça dépend si les parents sont nouveaux ou anciens, ça dépend si les deux sont nouveaux ou anciens, ou s'il y en a un nouveau et l'autre plus ancien. Et quand je parle nouveau, parlons de transitif avancé. Ça dépend donc de l'éducation de l'enfant. C'est pourquoi je dis l'âge. Si l'enfant a 14 ans, ça devient plus problématique que s'il a 4 ans. Alors, je ne peux pas répondre concrètement à la personne. Il faudra qu'à un moment donné, soit qu'on se rencontre et qu'on se parle, ce que je fais dans les séminaires, soit qu'à un moment donné, il laisse une conférence sur l'enfant. Parce que les conférences qu'ils ont fait sur l'enfant nouveau, il y en a eu plusieurs. Découvrir l'enfant nouveau, savoir éduquer l'enfant nouveau, vivre avec l'enfant nouveau, etc. Et cet automne, on va reprendre ce genre de phénomène de conférences. Et les personnes qui vont venir à ces conférences posent leurs questions oralement, et puis là, on peut discuter de problèmes particuliers. Et cet automne, je donnerai sans doute un séminaire sur l'éducation de l'enfant nouveau, c'est-à-dire comment rendre concret un séminaire de 2 jours, de 3 jours, 2 jours, disons, avec les parents. Et par la suite, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'ai aussi la vibration de donner un séminaire avec les enfants pour leur expliquer comment vivre avec les parents. Et là, on peut arriver à ajuster, à adoucir la transition d'une façon concrète. Mais ça dépend. La question ici, je n'ai pas l'âge, je n'ai pas, etc. Et quand on me pose la question, oui, mais moi, j'ai un enfant de 12 ans, je vais répondre, oui, mais il faudrait que je le voie. Je n'ai pas besoin d'y parler. Il faudrait que moi, je le voie. L'enfant, c'est plus que juste un nom. Et puis, en voyant, on a une idée. Et puis, bien souvent,